Bonjour à tous, c'est les Lucas-Filles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Alors, on n'était pas à Cusset, on était à Nagano, je le confirme avec Aurélie, parce que les gens qui ont eu la chance de venir nous voir dans notre salle, notre tente, salle est un bien grand mot, dans notre tente Jacou, ont eu le plaisir de voir nos têtes, mais ils y ont vu que dalle à l'écran, et c'était formidable car on avait tout prévu en visuel. Voilà, on sait qu'il y a des contraintes particulières, on n'en veut pas aux organisateurs, on le précise tout de suite, mais du coup on s'est senti un peu obligé de refaire une édition plus proprette de notre intervention à Cusset, et Aurélie s'est quand même pas crevé les fesses à faire un magnifique PowerPoint pour que vous ne puissiez pas en profiter, donc vous allez avoir non pas nos trombines, mais les magnifiques œuvres d'art qu'on avait préparées pour la conférence. Et oui, donc finalement, les vénards, c'est qui? On ne sait pas, on vous laisse juger. Après, il y a ceux qui ont fait le combo, qui nous auront vus à Cusset et qui peut-être vont venir nous voir sur la chaîne. Double dose. Double dose, voilà. On va essayer de faire ça nature, en sachant qu'il y a des blagues qu'on a déjà sorties. Donc... Oui, car certaines sont scriptées. D'autres, vous nous connaissez, ça va partir en cacahuète. On avait prévu une répartition de temps de parole quand on s'était entraîné, qu'on n'a pas respecté le jour J à Cusset, qu'on va pas respecter davantage aujourd'hui, surtout qu'il y a des trucs qu'on va approfondir. Donc ça va être un joyeux bordel, mais ça, vous avez l'habitude. Ouais, mais il y aura des belles choses à regarder et oui, joyeux bordel. C'est surtout qu'on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est vrai qu'il y a certains trucs. Je la place tout de suite, du coup, la blague moisie, mais c'est vrai qu'il a fallu qu'on y aille au pas de course. Enfin, je vais la ressortir après, rassurez-vous. Il a fallu qu'on aille au pas de course dans notre fil, parce qu'on n'avait pas énormément de temps. Alors, on avait en plus voulu laisser du temps aux questions, puis finalement, il n'y en avait pas. Donc, ouais, on a eu un grand moment de solitude sur les strats, genre... vous avez des questions? Non. Non, bon. C'est souvent mauvais signe, mais on a eu un auditoire très sympathique qui nous a quand même applaudi, qui nous a écouté avec beaucoup de bienveillance compte tenu de l'absence d'image ou presque. Personne n'est parti. Bon, moi je soupçonne quand même ceux du fond de s'être juste mis là pour pouvoir faire leur pause pique-nique. Mais parce on leur en veut pas. Ils étaient assis, ils étaient à l'ombre, mais c'est pas grave. On peut se cultiver en goûtant, ça n'empêche pas. Et puis non, moi je suis pas sentie seule. Bon, d'abord on était toutes les deux. Et puis alors on avait quand même, on avait notre panda à roue à qui on fait un petit coucou. Qui était présent, et puis on avait quand même Luc Acto, le meilleur, qui était avec nous. Le Luc de l'épisode 8, qui a été absolument charmant, qui opinait du chef régulièrement, ainsi qu'une dame aux cheveux courts, qu'on remercie, qui opinait régulièrement à ce qu'on disait. On se dit, bon, ok, les autres peut-être ils dorment, mais peut-être qu'on n'est pas en train de dire que de la merde. On vous laisse juge, là aussi. Et mon fils s'est pas endormi, donc c'est pas bon signe. C'est bon signe. Donc on espère qu'on va pas vous endormir, mais je crois qu'Aurélie, tu vas enfin pouvoir te faire plaisir, parce qu'elle avait bien des formations professionnelles, elle avait bien préparé tout son speech pour parler des impressionnistes, et voilà. Alors, je pense que je vais devoir la freiner peut-être à certains endroits, mais elle pourra enfin peut-être rentrer dans des détails dans lesquels elle n'a pas pu rentrer. Ouais, parce que là, on n'est pas chronométré. Vous allez nous suivre aussi longtemps qu'on le voudra. Et les images sont déjà prêtes, alors on s'en fout pour le montage. Rien à péter, exactement. On va commencer par l'introduction. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. On va essayer de faire ça bien, Je sais même plus comment on avait commencé d'ailleurs. On avait fait un espèce de disclaimer, on avait fait nos connasses en disant qu'on ne mentionnerait pas les sources de pop culture qui sont bien connues. En gros, qu'on allait sortir des sentiers battus. On avait cité Flash Gordon, évidemment, qui est une grosse source d'inspiration pour Lucas. Frank Frazetta, on avait fait le parallèle, donc ça, vous allez voir les images défiler rapidement, avec, par exemple, l'affiche, la grosse arnaque de l'affiche de l'épisode 4. On avait fait le parallèle aussi avec Kurosawa, donc qui est pareil une grosse source de pop culture, les films de guerre, voilà. Un petit clin d'œil à Ralph McQuarrie, puisque Jean-Luc Sala faisait un diptyque de communication, d'intervention sur Ralph McQuarrie, qui est effectivement un incontournable, une influence encore aujourd'hui des créateurs de Star Wars. On vous renvoie vers tout l'art du Mandalorien. Ouais, en sachant que tous les noms qu'on a cités, en fait, ils s'inspirent aussi de tableaux classiques. Et oui, en fait, connaissent leurs classiques, tous ces oui, gens, je suis sûre que McQuarrie, il zonait dans les musées.
bosser, hein. Enfin, je veux dire, il a une formation. Donc oui, nous, on voulait vraiment repartir vraiment aux sources des sources, c'est-à-dire les tableaux classiques. Et donc, on avait mentionné le fait que depuis un moment, déjà, il y a un jeu qui consiste à placer les personnages de Star Wars dans des tableaux hyper connus. Alors, toi, tu connaissais pas ça, Aurélie, quand on avait fait la préparation? Non, ça m'avait complètement ça t'a échappé, ouvert des horizons. Ce blasphème voilà. innommable. Ah oui, mais ça donne des choses assez sympas. Ouais, Alors, c'est fun, en je fait. t'avais bien vendu le Vador à l'ombrelle. Il était voilà. tellement belle avec son ombrelle, etc. Donc effectivement... Tu l'imagines tout à fait, tu vois, revenir en pèlerinage d'ailleurs à Naboo, sur la plaine du pique-nique, en fait, tu vois, avec son ombrelle. Ça pourrait être presque ça, tu vois, c'est un retour à Naboo, pour pas prendre le soleil, avec son casque, il en a pas vraiment besoin. Mais voilà, ça rendait bien. Et puis, on avait mis, après, la nuit étoilée de Van Gogh qui va ressortir un peu plus tard avec X-Wing. Donc, alors, blague pourrie scriptée. On se disait que peut-être Van Gogh aurait pu la peindre un soir d'absinthe. Et le dernier était le cri de Munch, avec un C3PO qui a quand même passé toute la saga à gueuler. Hein, donc, à s'indigner ou à flipper sa race. Donc ça s'y prêtait très très bien. Il y a plein d'autres exemples. Voilà, c'était les trois qu'on avait retenus. D'ailleurs, c'est un jeu que vous pouvez faire. Aller sur Internet et voir les détournements d'œuvres célèbres. Je me suis amusée à le faire maintenant que... J'ai blasphémé comme toi, Claire, que tu m'en as parlé. Bah écoute, j'en ai trouvé plein aussi et c'était très fun. Ah bah je pense qu'il n'y a pas de fin à ça. Hein, et, c'est littéralement la boîte de Pandore. Hein, tu peux y aller là-dedans. Hein, il y a tout qui sort. Non, il n'y a aucun tableau qui n'a échappé à une Star Warisation, on va dire, par des fans d'art et de Star Wars. Et donc du coup, on a l'effet inverse, puisque apparemment les ponts entre Star Wars et l'art classique sont innombrables. L'idée d'un musée alliant les deux, elle ne vient pas de nous, hein, mais quand même cocorico, puisque elle apparaît pour la première fois dans une bande dessinée d'Elsa Chartier et Pierrick Collinet. Elsa nous en avait parlé d'ailleurs de son Star Wars Adventures, donc c'est le volume 12, appelé Intermission, qui est un volume qu'on avait beaucoup aimé toutes les deux parce qu'on l'avait trouvé vachement méta en fait, comme tout ce que fait Elsa. Hein. Et on y voit Anakin et Padmé évoluer dans un musée, notamment dans un diorama. Et c'est là qu'on avait eu cette blague. Et donc on va faire exactement comme Anakin et Padmé. Attention, moment d'humour, nous allons charger à travers le musée comme eux, on va y aller à fond. Alors, je retire cette blague parce que là, non, en fait, nous n'allons pas du tout courir à travers le musée. On va bien prendre le temps avec vos deux guides du jour, que sont Claire et Aurélie, les Lucasfilles. Et donc, voilà, on va se poser là devant chaque... Et c'est le moment où tout le monde click out, tu vois. On s'en fout, on a nos clics pour nos stats, mais c'est le moment où tout le monde sort de la vidéo. Non, mais blague à part, effectivement, on va pouvoir creuser 2-3 trucs. Comme on creuserait dans un bac à sable, ça tombe bien, on n'en sort jamais, hein, avec Disney et Lucasfilm. Nos planètes désertiques à la con. On était dans la tente Jakku. Et on va aller direct dans la salle Tatooine, première salle du musée virtuel qu'on va visiter aujourd'hui. Ouais, on a préféré s'en débarrasser tout de suite, hein, parce que... ouais. Nous, on en a plein le cul du sable. Hein. Plein le cul du sable. Ça, exactement. Et ça tombe bien, ça s'insinue partout. Non. Oui, même dans des erreurs de diapo. Donc, on aura l'occasion de le placer. Peut-être que non, on va peut-être pas faire l'erreur de diapo cette fois-ci, parce que comme après tout, tu peux le refaire autrement. On va c'est ça. On va les remettre au bon endroit, ceux-là. Voilà, exactement. On va les replacer là. Donc, on les replacera après. Donc, on commence avec le plan le plus iconique de Star Wars, qui est évidemment le coucher des soleils jumeaux dans l'épisode 4, avec notre Luke qui boude et en même temps s'interroge sur son avenir. C'est un plan qui est considéré par beaucoup comme la quintessence de Star Wars. C'est le cas par exemple pour notre ami Rian Johnson. Pour lui, c'est le plan qui résume Star Wars. Et on l'a rapproché d'une œuvre tout aussi iconique, puisqu'il s'agit d'Impression Soleil Levant de Claude Monet. D'ailleurs, c'est tellement iconique que c'est le choix qu'a fait Coralie pour la vignette illustrant cette vidéo. Oui, parmi les quelques suggestions que je lui avais faites, effectivement, elle a retenu celui-là. J'avais laissé sa liberté artistique et elle a pris celui-là. Donc, c'est peut-être un signe, effectivement. Dans les deux cas, vous avez un contraste entre un paysage globalement dans des tons froids, assez sourds, et deux soleils, ou un seul dans la toile de Monet, qui sont d'une couleur éclatante et contrastante, qui font vraiment
en taches. Donc sur Tatooine, on a un soleil très très blanc, mais surtout on note ce soleil rouge à l'horizon. Et on va le retrouver dans la toile de Monet. Seule pointe de couleur chaude dans une toile, comme je l'ai dit, aux notes très très froides. Ce qu'on aurait pu dire aussi, c'était que du coup, on avait un joli parallèle entre impression au soleil levant et impression au soleil couchant. Exactement. Puisque c'était le contraire. Alors, bon, depuis Star Wars nous l'a ressorti ce plan, puisqu'il était à la fin de l'épisode 3 et à la fin de l'épisode 9, où cette fois, ça devient bien une impression au soleil levant, comme on a pu en discuter plusieurs fois quand il y a eu la sortie du film, parce qu'il y a eu longtemps un débat sur est-ce que c'était levant, est-ce que c'était couchant, et apparemment c'est levant. Bon bah écoute. C'est dommage que ce soit pas plus clair en termes de visual storytelling, et surtout au niveau de la palette et du traitement ou de la composition du plan, on n'est pas du tout dans la maîtrise de George Lucas dans l'épisode 4. Ouais, parce que non, c'est rien. Enfin, puis c'est vrai que c'était tellement en PTSD à ce moment-là. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression que t'as le soleil qui se lève. Hein. Mais enfin bon. Néanmoins, n'empêche que maintenant, on a un soleil levant dans Star Wars. Parce que finalement, ce plan-là, il a été repris plein de fois. Et ouais, c'est vrai que au début, c'était vraiment le contraste entre les deux. Ouais. Et c'est vrai que la palette de rouge entre les deux soleils, elle est la même, quoi. C'est quasiment les mêmes points. Hein. J'ai soupçonne d'avoir fait un copier-coller d'ailleurs. Allez, on va piquer chez Monet, puis on va le remettre là. On va mettre un deuxième soleil parce qu'on est dans l'espace, il faut pas que ça se voit trop qu'on a pompé Monet, mais en tout bien tout honneur, hein, bien sûr. Mais du coup, c'est vrai qu'on a un parallèle qui nous semblait immédiat entre les deux œuvres. On va quand même redire tout de suite, comme d'habitude, qu'il y a toujours une forme d'inconscient dans les utilisations de tableaux. Il n'y a pas toujours... parfois, c'est très explicite. Les artistes, les chefs photos, les gens des décors peuvent dire que oui, ils sont inspirés de tel tableau. Ça va nous arriver dans les tableaux qu'on va mentionner. Mais la plupart du temps, il y a vraiment un côté inconscient d'avoir été exposé à ces tableaux, de les avoir vus, de les connaître, et ce qui fait que ça devient, t'as l'impression que ça fait partie de ton propre jargon, on va dire artistique, alors qu'en fait, t'as subi l'influence, hein, évidemment. Bah oui, tu t'appropries ton background culturel et tu vas le recycler d'une manière complètement inconsciente, puisque tu t'as constitué ton catalogue d'images et tes sensations, etc. Ils ont tes repères en fonction de ça, donc ouais. Tu fais bien de le souligner parce qu'effectivement la question va se poser un petit peu plus tard dans l'exposé. Donc on reste dans la salle Tatooine, le sable, le désert, machin, etc. Évidemment, on est obligé de comparer avec les orientalistes. Donc on va évoquer plusieurs mouvements picturaux au cours de la présentation. Donc ils sont pas en reste, hein, évidemment. On a notre Rey qui dîne devant son AT-AT effondré dans le réveil de la force, qui évoque très clairement les figures de bédouins dans le désert qui ont été croqués et peints par une palanquée de peintres au 19e siècle qui faisaient le voyage en Égypte, le voyage au Proche-Orient, Terre Sainte, etc. Donc là, on a retenu l'exemple de Eugène Alexis Girardet et ses Bédouins dans le désert, c'est pas foulé pour le titre, hein. On a un parallèle effectivement avec Rey. On est sur du coucher de soleil, voire la tombée de la nuit, hein, c'est le repas à la fin de la journée. Elle est seule dans le désert, on a une palette qui peut être assez proche. Ou alors sinon, on peut aussi le rapprocher de scènes de marché avec le marchand d'orange de Delacroix, par exemple. Pareil, les scènes de marché à Alger, au Caire, ça c'est un grand classique des peintres orientalistes. Bah, mais tu peux rappeler aussi que quand elle était au début à faire la pilleuse d'épave, elle avait couvre-chef, enfin en tout cas une protection de visage qui peut rappeler... Les chèches des peuples du désert. Tout à fait, tout à fait. Ce qui est logique, hein, encore une fois. Bon, il n'y a rien de... C'est un vêtement qui a fait ses preuves contre le sable, le vent et la chaleur. Donc il n'y a pas de raison que dans Star Wars on ne retrouve pas ce type de costume. Celui qu'on avait perdu en cours de route dans une autre salle, on va le caser tout de suite. Je me demandais si t'allais le placer là ou avec plus tard. Mais t'as raison, c'était le bon moment. Attends, faut que je le retrouve. C'est le Sandcrawler des Jawa. Ah oui, qui a été dessiné ou croqué sur le vif par Edward Hopper, en train de cahoter dans les plaines américaines. Et c'est la même palette, c'est les mêmes tons de rouille. Et bon, c'est pas exactement la même forme, mais l'impression, elle y est quand même vachement. Hein. Ah oui, il y a quand même quelque chose. En sachant que là, on est plus sur un classique moderne, puisqu'on est sur un peintre, enfin en tout cas une peinture des années 30. Mais ouais, on est en plein dedans. Donc voilà, le Sandcrawler des Jawa s'était échappé de la salle Tatooine comme ça en loose day et on les a ramenés.
Ils sont revenus à leur place, voilà. Peut-être que eux aussi veulent se barrer de Tatooine, peut-être qu'eux aussi ils en ont marre du sable en fait. Bah, apparemment, ils ne vivent pas que sur Tatooine, parce que justement, dans les Mandaloriens, c'est pour ça que tu l'avais placé avec une autre image du Mandalorien, la planète où on les voit n'est pas Tatooine. Donc, je sais pas, ils doivent zoner dans d'autres parties de la galaxie. Il y a une diaspora de Jawa. Diaspora, mais que dans des endroits désertiques quand même, à piller des saloperies dans les dunes quand même. Mais pendant qu'on est en train de parler des trucs qui grouillent dans le désert dégueulasse... Des saloperies dans les dunes. Justement, intéressons-nous à Jabba. Donc forcément, on allait évoquer notre limace dégueulasse préférée pour une scène qui une des images les plus iconiques. L'intitulé était Arrêt sur image. Bon, forcément, il allait falloir qu'on parle de Leia dans son costume d'esclave et du bikini. Alors, nous, on s'est intéressé à 2 angles. D'abord, toutes les scènes, on en a choisi une, mais toutes les scènes, on va dire, représentant Persée et Andromède. On aurait pu placer des odalisques, on en avait parlé. En fait, on avait énormément de tableaux à placer. On en a mis beaucoup de côté, donc on pourrait presque faire une part 2 à ce colloque. Peut-être que si vous nous le demandez, peut-être que l'année prochaine, il y aura du rab, on pourra sûrement en retrouver, parce qu'en fait, il y en a plein. Et puis, vous verrez qu'il y a un côté participatif à cette intervention. Donc, peut-être qu'effectivement, il y aura quelque chose à discuter entre nous. Plutôt que les odalisques qui se posent là, nous on est parti du côté des Persée et Andromède et on a choisi le Titien parce que de temps en temps on aime bien aller dans la Renaissance. Ça va pas être notre genre ou notre époque de prédilection sur cette intervention parce qu'on a plutôt zoné dans un autre pays et dans une autre époque. Mais là, avec le Titien, on retrouve une Persée très dénudée, beaucoup plus dénudée que notre Leia, bien qu'elle ait un petit voile sur le sexe comme Leia. Les chaînes. Et ce qui était surtout intéressant sur ce tableau, c'était la grosse espèce de limace dégueulasse qui est dans le fond, qui s'apprête à croquer la belle. Mais intervention de Persée, pirouette, cacahuète qui arrive, sabre à la main mon cousin, sortant des cieux pour libérer sa belle. Et ça, c'était une scène qui pour nous était forcément la barge de Jabba. Le moment où Luke a quand même rangé son sabre, qu'il a dégainé bien vert, bien grand juste avant, mais là, il l'a rangé le temps d'attraper la liane d'un côté, sa sœur de l'autre, enfin, c'est pas que c'est sa sœur encore, et voilà, c'était vraiment cette scène-là, le côté on va s'envoler après, allez, on sauve la belle du monstre, elle s'est sauvée toute seule, Oui. C'est beaucoup mieux. Elle a fait une partie du taf, soyons modernes, on est pas elle a fait une énorme partie du taf, parce que elle a quand même, je sais pas s'il y avait un plan pour buter Jabba, c'est elle qui s'en est occupée quand même. Elle l'a même fait en 2 temps, parce qu'elle l'a étranglé avec les chaînes, et puis une fois libre après, c'est elle qui a pointé le canon vers la barge, vers le pont, et qui a atomisé tout le monde, y compris notre cher Max Rebo. Bon là j'avoue, c'est un dommage collatéral qui nous fait de la peine. Mais sinon, bon débarras, évidemment, tous. Et je place au passage d'ailleurs une anecdote QCN, puisque Lucille Gallio l'a partagé sur son Twitter, donc ça n'est pas secret d'évangile, donc elle l'a vraiment partagé. Elle faisait le tour de, comment s'appelait cette plateforme? C'était Coruscant, c'est ça, où il y avait les marchands du temple. Ouais. C'est ça, exactement, où on pouvait faire son shopping. Et, on l'a fait d'ailleurs. On l'a fait, je confirme, ma carte s'en souvient. Et donc du coup, il y avait des statues, et notamment elle était avec Claudia Gray donc à faire le tour, et il y avait cette statue forcément de Leia en bikini, et elles ont un petit peu soupiré, levé les yeux au ciel, et donc Lucille était là, oh là là, encore Leia en bikini, et à ce moment-là Leia esclave, Claudia l'a repris en lui disant ah non, ça n'est pas Leia esclave, c'est Leia la tueuse de Hutt. Et oui, c'est sa tenue de tueuse de Hutt. Et tout de suite, ça change. Ça a de la gueule. Ah ouais. Du coup, tu peux te réapproprier le bikini en expliquant que non, tu es une tueuse de limaces dégueulasses. On reste avec notre limace dégueulasse parce que quand même Jabba, dans la trilogie d'origine, c'est l'incarnation de la perversion, du vice. Il est irrécupérable, quoi. Ouais, j'ai vraiment envie qu'on lui consacre un épisode spécial. Ah ouais, Jabba. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on se le fasse. C'est évident. On va se taper Jabba. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nous, les jeunes, franchement? On va se faire Jabba, voilà. Exactement. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour, mais... Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour la chaîne? Et donc, du coup... Ça évoque des scènes de harem, pareil, un grand classique, on reste avec nos orientalistes là. Mais la perversion ultime, c'était la mort de Sardanapale, donc une toile d'Eugène Delacroix, qui avait provoqué un scandale au salon,
donc à l'exposition de peinture du Louvre, parce que vraiment on est dans une décadence totale. Alors je vous passe les détails sur l'absence de composition, etc. Enfin vraiment on est en rupture totale avec le classicisme, aussi bien au niveau du sujet que du traitement. C'est un sujet décadent puisqu'on a ce roi légendaire de Syrie, donc Sardanapale, qui est dans une position vraiment de pacha hyper détente sur son plumard pendant que tout son monde se fait joyeusement assassiner sur son ordre, autour de son lit, ses chevaux, ses concubines, ses esclaves. Et donc l'histoire nous dit qu'ensuite il va se suicider parce qu'en fait il veut que tout cela échappe à ses ennemis qui tambourinent aux portes du palais. On a la notion de suicide, on a la notion de massacre, etc., massacre des chevaux, enfin vraiment, c'est la figure de la dépravation absolue, à l'image de Djabba. On est à des années-lumière de l'idéalisation de la vie de harem qu'on va pouvoir retrouver chez d'autres orientalistes ou même chez Delacroix lui-même. Hein. Là, on n'est pas du tout... Enfin, il prend le contre-pied total. Il savait qu'il allait choquer. Et je pense que la figure de Djabba, au début de l'épisode 6, le traitement de la princesse Leia, etc., c'était vraiment censé nous choquer. En dehors du fait qu'on voulait absolument, évidemment, que Anne soit sauvée par ses amis, les pieds nickelés, on voulait que Djabba disparaisse, parce qu'il est juste censé nous répugner profondément à tous les niveaux, et c'est le cas. Quand Leia le dézingue, on est là, ouais, super, bye bye, l'image dégueulasse. Et il a une mort atroce du niveau de son personnage, en fait. Oui, et puis il y avait aussi le parallèle qu'on avait souligné, qui était que de la même manière que tu vois ce sultan, ce pacha indolent là, qui jouit de la mort de tout le monde autour de lui, bah, on avait aussi notre Jabba qui, on sait qu'un de ses grands plaisirs, en dehors d'avoir des nanas qui dansent autour de lui, c'est quand même de regarder des gens crever dans la fosse au Rancor. Pas seulement les gens crever dans la fosse au Rancor, mais le premier moment où on le voit tuer quelqu'un, c'est sa poule. Ouais. Cette pauvre Twi'lek, ouais. Exactement. Et ah tiens, d'ailleurs, je vous le place au passage parce que j'avais pas réalisé que les Twi'lek étaient codés comme accent français. Ah ouais. Les Twi'lek, normalement, quand ils parlent, ils ont un accent français. Alors, déjà qu'on avait remarqué qu'il y avait quand même une hypersexualisation du Twi'lek qui se retrouve... en tout cas, la femme Twi'lek se retrouve souvent quand même dans Star Wars péripatéticienne, hein, ou skirt girl, ou j'en sais quoi. Le fait que ce soit une française, alors allons-y à fond dans les clichés quand même. Hein, On est sur de la pute française libertine. Écoute, de premier choix quand même, mais je constate, tu vois, les Twi'lek, forcément, c'est pour le plaisir sexuel. Hein. Bon. Heureusement que le personnage d'Hera est venu rétablir tout ça. Écoute, je le place, je ferme la parenthèse. Elle avait pas un accent français dans mon souvenir. Ils ont pas tous, mais certains Twi'lek sont effectivement marqués avec accent français. Enfin, ça a l'air d'être une convention dans pas mal d'audio, en fait. Donc, on est toujours sur Tatooine. On a la scène culte à la fin du premier épisode du Mandalorian où il rencontre bébé Yoda. Et alors, la référence pop culture, ce serait E.T. avec son doigt machin. Mais évidemment, la référence classico-classique, c'est la création d'Adam par Michel-Ange qui orne le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican. Oui, alors elle était évidente, hein. Elle était tellement évidente que tout le monde l'a vue, hein, je pense. Ça s'est pas loupé. Par contre, on n'est pas forcément rentré je vais prendre les détails d'analyse entre les deux images. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le plafond de la chapelle Sixtine, en tout cas le thème, c'est clairement la paternité. Mm-hmm. Et ça veut dire que déjà, c'est en germe dans ce moment qui est la rencontre à la fin de l'épisode 1, en fait. La question de paternité. Puisque d'un côté, sur le plafond de la chapelle Sixtine, à droite, t'as Dieu le Père, à gauche, t'as le papa de l'humanité tout entière, Adam. Et donc, il y a l'idée de se faire toucher par la grâce ou créer, en tout cas. Et là, par contre, il y a une inversion dans Star Wars, puisque l'être divin, c'est plutôt notre bébé Yoda Grogu, qui normalement devrait être de l'autre côté, hein, puisque c'est ce qui est dans le patron, on va dire, dans le modèle, et tandis que l'être qui est sans vie, qui est déshumanisé, qui a besoin d'être animé, c'est le Mandalorien, qui, on l'a dit dans notre analyse, qui était présenté dans un environnement stérile, dont on voit pas le visage, qui a un côté robotique finalement, et qui va devenir animé par des émotions au fur et à mesure, et qui va devenir le papa de Grogu. Touché par la grâce
finalement quelque part grâce à cette rencontre. Ouais. Donc c'est vrai que c'était un parallèle très intéressant. Visuellement, bon, il n'y a pas photo, quoi, comme tu l'as dit, c'est quasiment un copier-coller. Thématiquement, c'est hyper intéressant, hyper riche parce que le parallèle se poursuit dans la thématique. Vous verrez que c'est le cas pour nombre d'œuvres qu'on va vous présenter dans cette émission. Ouais. Et même si on va peut-être pouvoir un peu plus en parler que dans la présentation, on ne pourra pas complètement le faire non plus parce que sinon ça va être 15 heures. Ah ouais. Parce que là, on savait qu'on tenait nos 40 minutes quand on y allait à fond les ballons. Là, bon, il faut quand même qu'on reste sous nos 2 heures. Hein, donc là, les derniers qui étaient encore en train de nous écouter viennent de partir, Claire. Maintenant, on peut se lâcher. Ah, faut pas croire. Hein. Des fois, c'est sur les plus longs que ça reste. Mais c'est vrai que c'est ce qui nous a frappé aussi, c'est que souvent, enfin, comme tu l'as dit, pas que l'aspect visuel, pas que les palettes, mais également, ou les compositions, mais également la thématique derrière et toute l'histoire qui est représentée, qui parfois, ça fait jboum, c'est frappant, quoi. C'est des parallèles qui sont pas juste esthétiques ou superficiels, ça va beaucoup plus loin. Justement, dans le suivant. Oui. Alors, on reste avec un peu d'architecture. On était à la chapelle Sixtine. Je voudrais évoquer Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte par excellence dans notre univers. Et Star Wars a désormais son équivalent dans la galaxie très lointaine, c'est la ville de Jeddah. Donc on a effectivement un univers désertique, etc., des collines, une ville fortifiée, Dieu sait si le mur à Jérusalem, ça a toujours été, et c'est malheureusement encore d'actualité, c'est très très important. Une ville sainte qui fait l'objet d'un pèlerinage, alors à l'échelle planétaire pour Jérusalem, à l'échelle galactique pour Jeddah, qui est un lieu saint, magique, lié à des ordres religieux hyper importants et qui est aussi un endroit où il y a une ressource qui fait l'objet d'une occupation, donc là aussi c'est très très lourd de sens dans Star Wars. Et le parallèle se fait à nouveau avec les orientalistes, puisque, comme on l'a dit un peu plus tôt, au 19e siècle, tous ces braves gens, tous ces braves peintres européens ont eu la bougeotte en fait, ils sont allés en Égypte, ils sont allés en Grèce, ils sont allés donc en Terre Sainte. Et on a des vues de Jérusalem au 19e siècle, notamment chez David Roberts, donc, qui est un peintre orientaliste écossais, qui est un ami de Turner. Ça peut se sentir dans certaines de ses œuvres. Et là, on a choisi une de ses nombreuses toiles représentant Jérusalem. Là, c'est Jérusalem depuis le mont des Oliviers. Donc là, le mont des Oliviers, c'est un endroit chargé aussi. Hein. Ah ouais, surtout par rapport à Rogue One où tout le monde se sacrifie à la fin. Oui, c'est ça. Et puis Jeddah, même dans l'univers étendu, c'est un endroit qui est hyper chargé. Donc le parallèle avec Jérusalem est d'autant plus fort. Là, je voulais mentionner un roman de l'univers étendu. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler un jour dans le book club, mais... Probablement. C'est Gardien des Whills de Greg Rucka, donc c'est un roman YA où on suit nos deux compères Baz et Chirrut. On voit ce qui leur est arrivé avant Rogue One, comment on vivait à Jeddah, et c'est très très chargé aussi en termes de symbolisme, de mysticisme, et on retrouve les enjeux politiques et religieux qu'on peut trouver autour de Jérusalem encore aujourd'hui. Donc un parallèle très intéressant. Maintenant, nous allons quitter la salle Tatooine enfin on sort du bac à sable pour s'intéresser à des aspects plus mystiques en rapport avec la Force. Et là, on avait longtemps débattu de quel nom donner à cette salle. Bon, on est parti sur Obi-Wan. C'est la salle Obi-Wan, mais il n'y a pas que Obi-Wan qu'on va croiser. Et on parle peu d'Obi-Wan d'ailleurs. Finalement, ouais. Tu vois, on a été cons parce qu'on aurait pu mettre un Space Jésus. Là, je dois dire que là, tu peux le mettre en clin d'œil, là, peut-être, parce qu'effectivement, on a été très idiotes. Voilà, ça te sera dans la part 2, mais il faut complètement mettre une photo de Jésus, un tableau de Jésus, à côté de notre Obi-Wan. Ouais. Voilà. Parce qu'on l'avait tellement rigolé à ce sujet dans notre vidéo sur la prélo que... C'est dingue qu'on n'y ait pas pensé, ça s'y prête. Mais incroyable, tu vois, je m'en rends compte d'un coup. En plus, on passe de Jérusalem à Space Jésus, tu vois. Mais quand même, qu'est-ce qui nous est arrivé, tu vois, je sais pas. Non, parce qu'on en avait déjà tellement à placer que... Mais le fait est que, tu vois, ça s'imposait. Donc les mystiques, alors on va rester dans l'architecture. Ouais, on va attaquer avec le château de Maz, qui s'apparente méchamment à un temple indien, donc shivaïte, hindou ou bouddhiste. Déjà, on commence avec les bannières, dont celle des Mandaloriens qui est juste sous la statue de Maz. Donc c'est vraiment, ça évoque des bannières médiévales qu'on pouvait trouver dans des châteaux forts. Nous, ça nous évoque davantage les guirlandes colorées de prières qui sont très importantes dans le bouddhisme tibétain, qu'on va retrouver partout. Alors au Tibet, peut-être plus, mais en tout cas au Ladakh, au
Bhoutan, voilà, au Népal, et on est en plein dedans en fait, avec toutes ces bannières colorées. La statue de Maz en elle-même, qui n'est pas du tout à l'échelle, parce qu'elle est, elle est perchée sur des grandes jambes, etc. Et quand on voit le nabo après, on se dit bon. Ouais, elle est sculpturale. Comme l'actrice Lupita Nyong'o peut-être, mais pas comme Maz elle-même. Attends, elle était peut-être comme ça quand elle était jeune, elle est peut-être devenue petit pruneau en vieillissant. Ah bah c'est assez de ouf en 1000 ans. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un truc elle a de été comme ça malade. pendant 50 ans, tu sais pas. Du coup, c'était peut-être une statue prise sur le vif. Notre grand Bouddha debout, mixé avec le colosse de Rhodes, et puis des statues un peu royales. Jésus, le Jésus du Brésil aussi. Oui, c'est ça, le pain de sucre. Et puis, en termes d'architecture pure et dure, effectivement, ce château évoque des temples hindous. Donc là, on avait mis un exemple pris à Tanjore, dans le sud de l'Inde, un fleuron de l'art dravidien. On a vraiment la même structure entre le toit, comme ça, qui accuse quand même des pentes assez abruptes, et cette avancée, donc ce portique, ce cryptoportique devant. Enfin, vraiment, on est dans le même genre de vocabulaire. On peut aussi le rapprocher des temples bouddhiques khmer, notamment d'Angkor Wat. Maintenant qu'on a passé du temps au-dessus sur l'architecture, on va s'intéresser au sous-sol du château de Maz, comme dans le film où on était entraîné par Rey dans les sous-sols à la recherche d'une boîte, d'un coffre qu'elle doit ouvrir. On a déjà parlé de cette scène dans notre épisode sur la mythologie grecque, mais bon, du coup, on a remis une petite couche là. Normalement, vous savez à quoi vous attendre. Donc, c'est le moment de l'ouverture de la boîte. C'est évidemment une évocation du mythe de Pandore. Là, ici, un tableau de Waterhouse, notre premier pré-raphaélite, et puis alors, surtout notre premier Waterhouse, parce que vous allez en bouffer. Vous n'allez plus sortir de là sans coller un poster de Waterhouse chez vous, parce que voilà, nous on a trouvé que vraiment il se posait là, surtout dans la postlogie. Et bon, on a un vieux coffre, alors là c'était pas un coffre aussi ouvragé, mais quand même, et puis la curiosité qui était la motivation première des deux femmes. Tu peux très bien imaginer qu'il y a des voix aussi qui lui parlent dans le fond du coffre à notre Pandore pour dire viens là, viens m'ouvrir, viens voir le coffre. Et confiance, croise en moi. Bon, pour ceux qui ont oublié et qui n'ont toujours pas regardé la mythologie grecque, eh ben, tous les mots vont s'abattre sur l'humanité quand elle ouvre la boîte. Et on sait que quand Rey ouvre le coffre, elle a tout de suite ces visions qui sont pas des visions peace and love, mais bon, que de mort, de destruction, d'orage et de notre Kylo un peu menaçant. Et reste donc dans la boîte, puisque Pandore la referme très vite, l'espoir. Et quel terme chargé pour notre saga Skywalker que l'espoir, qui était quand même le titre du premier épisode, bon a posteriori mais quand même le thème qui est martelé, en veux-tu en voilà. Et donc là l'espoir dans notre épisode 7, c'est le sabre du nouvel espoir, le sabre de l'héritage Skywalker, bon bah qui finira au trou sur Tatooine, mais bon voilà. Là, comme tout le monde, comme tous nos espoirs, ils ont fini dans le trou sur Tatooine. Bon, mais néanmoins, voilà, la parenthèse était belle. Et en plus, on avait un beau décor de forêt. On n'était pas dans le fond d'une cave avec notre Pandore, mais on avait un beau décor de forêt qui pourrait quasiment être celui de Takodana. Oui, c'est vrai. Qui tranche d'autant plus, parce que le fait qu'on soit dans une forêt sur Takodana, c'est quand même hyper chargé, même dans le script, puisque Rey dit « Je savais pas qu'il y avait autant de verre dans la galaxie. On vient de passer un temps fou dans le bac à sable sur Jakku. Là, on arrive dans une forêt luxuriante. Donc, on sait déjà d'entrée de jeu que au niveau symbolique, ça va être très très lourd. Moi, je voudrais revenir sur la mort de Luke dans l'épisode 8. Oui, ça fait mal, mais c'est une scène qui est absolument magnifique, qu'on aime beaucoup sur cette chaîne. Et on avait déjà évoqué le fait que Luke en méditation, c'était l'image d'un bodhisattva, donc d'une figure, d'une déité bouddhique. On peut même le comparer à un Bouddha, puisque le visage de Luke, à ce moment-là, est extrêmement lumineux, apaisé. Le storytelling est confirmé ensuite parce que Rey dit à Leia pour la consoler. Donc pour ceux qui n'avaient pas pigé ce moment-là, qui étaient en train de lui qu'il est mort, il a une mort de merde, etc. Vous êtes censé comprendre, ou plus tard quand Rey ouvre sa gueule, que bah non, en fait c'est une mort magnifique. Il a le regard de celui qui a trouvé l'illumination, c'est en parfait contraste avec son visage fermé, son ton aigri, coléreux de tout le reste du film. Il est transfiguré, et ça évidemment c'est à mettre en relation avec les figures de Bouddha. Alors là on vous a mis un Bouddha protégé par le Naga, qui est originaire du Cambodge, qui se trouve au musée Guimet à Paris. Ce sourire
indescriptible du Bouddha, ce regard apaisé de l'être qui connaît tout l'amour du monde et toute la sagesse, etc. On est avec Luke, qui en plus fait un sacrifice par compassion, voilà, il y a tout le contexte de la mort de Luke qui accompagne cette vue de visage magnifique de Mark Hamill. Vraiment, quelle prestation, encore une fois, quelle interprétation magnifique. Donc voilà, ça c'est un parallèle auquel on tenait également beaucoup. On reste beaucoup en Asie dans cette salle, donc finalement, salle Obi-Wan, quand même, c'est un nom inspiré du Japon. C'est pas si déconnant que ça. Même si on avait oublié notre Space Jésus quand on était Bah oui, quand même. Non, oui, mais t'as mis un Space Buddha à la place. Du coup, on a Luke Space Buddha. Bon, il a pas les mêmes oreilles. Mais c'est vrai qu'en théorie, on nous avait codé le fait qu'il était en train d'échapper à toute souffrance. Quand on l'a vu, il était en souffrance pas psychologique. C'était quelqu'un qui avait fui, qui était pas bien et effectivement qui échappait à ça. On va rester sur Ahch-To et sur le repos, puisque c'est le titre du prochain tableau. On pouvait pas ne pas parler des Lanais, nos sympathiques créatures mi-oiseau, mi-grenouille, entre les deux. Poisson, plutôt poisson-oiseau, normalement c'est une espèce aviaire, mais bon, ça vole pas. Et donc on voyait bien qu'elles étaient déguisées en bonnes sœurs. Elles ont tout l'accoutrement de la bonne sœur, elles sont là sur un temple à s'occuper de tout pour les moines du cru, faire la popote, le ménage, le machin et tout. Et sur cette image, elles nous lancent le regard avenant qu'elles ont si bien donné à Rey pendant tout son séjour, mais en même temps on les comprend parce que c'était une connasse qui leur a foutu le bordel à casser sur leur île. Voilà, elle a été mal polie, machin, etc. et tout, donc elles avaient très peu de sympathie pour elle, mais bon, voilà, on les comprend. Bon, ça va avec le cliché de la bonne sœur peu aimable. Et donc le tableau qui nous semblait parfait, c'était un tableau de Millet, donc The Vale of Rest, la vallée du repos. Alors quel meilleur endroit pour Ahch-To, ce sera le repos éternel finalement de Luke. Et alors on les voit dans les mêmes activités. Là, elles sont en train de creuser la tombe de Rey, à mon avis. Elles sont en train de préparer le trou. Tard, comment on va te la buter pendant la nuit, celle-là. Cette greluche. Voilà, exactement. Bon, on a le même ambiance entre le verre et le minéral, puisqu'on a les tombes derrière. Et puis bon, voilà, la guimpe. Voilà, cette coiffe blanche qui tranche quand même avec le reste de la palette. Ah, puis le fait que nos bonnes sœurs, c'était pas des feignasses, comme les Lanais. Elle faisait le balai, quand Rey reprend ses esprits après le premier Force Bond, à voir qu'elles sont toutes là dans la cour en train de la regarder bizarre. T'en as une qui nettoie le linge, l'autre qui passe le balai, machin. Même une qui était en train de vider un poisson. Ouais. L'une de la menacer du couteau, tu vois. Dans ce qu'on dans pendant un truc qu'elle de mafia italienne. par celle qui ramasse les pierres, elle dit merde, putain, faut réparer ta une connasse. Les Lanais, tu vois, je les imaginerais avec un accent sicilien, tu vois, quasiment. Mais ouais, c'est ça. Mais en plus, le fait que Ryan nous ait supprimé la scène où elles font la teuf avec leur mâle qui reviennent une fois par mois, ça fait que c'est vraiment des bonnes sœurs. Ah bah, elles sont vraiment codées comme des bonnes sœurs. Elles ont plus de vie sexuelle, les bibiches. Pendant qu'on fait le ménage. Oui. On a une pensée émue pour le général Grievous. Alors lui, il tenait pas... Il n'est pas des balais dans ses multiples bras pour faire le ménage, mais avec des sabres laser, tu fais bien le ménage quand même, ça dégage. Ouais, ça va bien avec la salle Obi-Wan aussi, oui, finalement. Bah oui. Le pauvre général Grievous, il a vraiment une mort de merde. Nous, il nous a évoqué un dieu hindou avec tous ses bras, tout son chocolat, donc pardon, tous ses attributs. Bon, il se trouve que là, Grievous, il a des sabres. Alors, ils n'ont pas tous la même couleur, mais il aurait pu avoir, comme nos dieux hindous, des tambourins, des chapelets, des sabres, oui, effectivement, il y en a qui ont des sabres. Et alors, il faut savoir que les dieux hindous, plus ils ont de bras, plus ils sont dans une forme terrible, donc plus ils sont en colère et plus ils sont censés faire flipper. Donc si vous avez vu notre épisode sur Relo et la Shakti, vous êtes déjà au courant. Et là, on a choisi, pour parallèle avec notre général Grievous, une image de Kali, donc qui est la déesse, qui est la forme terrible du dieu Shiva. Comme vous pouvez le constater, elle a plein de bras, elle porte un sabre entre autres, et elle marche sur quelqu'un, un cadavre blanc, qui pourrait être un Jedi, il n'y a pas de souci. Pareil, un parallèle avec la culture asiatique.
C'est pas très surprenant, hein. Star Wars depuis le début a des références asiatiques revendiquées, donc y compris là dans les œuvres classiques. Et après toute cette violence, on va faire une petite pause tendresse et douceur avec Bébé Yoda, qu'on avait représenté déjà, mais qu'on ressort ici parce que dans la saison 2, évidemment, il y a la scène au papillon. Et quoi de mieux que d'aller nous chercher un petit ange. Donc on vous a trouvé une sculpture, parce que voilà, on a fait tous les genres, hein, après tout. Donc de Giuseppe Gambogi, donc qui a un petit poutot, un petit angelot au papillon. Tout mimi. C'était le petit clin d'œil. Bah oui, parce que Grogu, c'est notre petit ange. C'est notre petite sculpture romantique du 19e siècle, du coup. C'est notre petit ange avec ses papillons. Et maintenant qu'on a vu les anges, eh ben, on va aller en enfer. Alors pour un tableau qui, du coup, n'est pas du tout passé sur l'écran fourrable de la salle Jakku. Peut-être qu'il serait passé sur la salle Mustafar, hein, déjà parce qu'il avait une meilleure qualité, mais aussi parce que c'était approprié, puisque effectivement, Pandemonium de John Martin, qu'on vous encourage à aller voir au musée du Louvre, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui sont disponibles en France. En tout cas, c'est certain, tu avais choisi, quand on avait le choix, c'est vrai que tu as essayé de choisir certains qui étaient... autant que possible conservés en France. Ouais. Comme le musée Guimet, bon, par exemple. Mais celui-là, il est au Louvre. Et donc, voilà, hein, faut pas faire un dessin, hein, c'est clairement Mustafar. Et puis, on voit que on a Obi-Wan sur la droite qui domine la situation, hein, he's got the high ground. donc, tu peux imaginer que dans la fosse, là, il y a notre Anakin en mode barbecue. C'est horrible. Et on reste avec Anakin, notre ange mais avant le barbecue, voilà. De la prélogie, enfin de toute la saga, hein, finalement. C'est notre angelot qui a déchu. Oui, enfin notre angelot qui, alors on n'a pas choisi la version poutot là, hein, on a choisi la version putain là. Hein, donc dans putain qu'il est gaulé, donc on n'a pas pris le même. C'est la beauté du diable. La version de Cabanel, donc conservée au musée Fabre à Montpellier. Vous avez cette intensité du regard et ces larmes de regret, de rage. C'est hyper chargé, c'est vraiment une œuvre saisissante en fait, et qui évoque très directement notre Anakin / Dark Vador. Sur Mustafar, au moment où il vient de dézinguer tous les séparatistes restants, et où il est plein de colère et en même temps il a les larmes aux yeux, il est plein de remords. On sent déjà que il est piégé et que le conflit est là, quoi. Et ça va continuer à partir en cacahuète pour lui, bien sûr. Et qui va se venger. Il va se venger d'avoir été évincé du Conseil Jedi. Ce qui est très beau avec ce tableau, alors je pense qu'il faut qu'on aille faire un trip à Montpellier, Aurélie, parce que c'est vrai que j'aimerais bien le voir. En vrai, ouais. Celui-là. Ouais, il est vraiment somptueux, hein, en dehors de l'esthétique, etc. Mais il y a le fait que les ailes blanches là, sont en train de virer au noir, et puis bon, cette pose, hein, effectivement, de cacher son visage avec son œil rougi, avec la larme, sur le magnifique gros plan que tu n'auras pas manqué de mettre à ce moment-là. Bien entendu. Et, voilà. Et puis cette belle chevelure ébouriffée. Et là, c'est clairement, oui, c'est vrai que c'est notre Anakin sur Mustafar. Là. Il y a quand même ce plan qui était pas gratuit. Hein. Il y avait vraiment cette insistance sur les yeux, le visage à moitié caché. C'est un moment de visual storytelling qui fait parallèle aux ruminations de Padmé ouais. Quand il regarde par la fenêtre. La palette est pas si éloignée. On reste dans une palette assez chaude, c'est juste que là, c'est plus le crépuscule, la nuit est tombée et la chute est consommée déjà. Hein. Et puis c'est vrai, c'est un moment où il est encore beau gosse et où tu peux encore espérer que peut-être, on sait très bien ce qui peut se passer après, parce qu'on sait que forcément on va chez Vador, mais où t'es encore sur le fil du rasoir en fait, hein, parce que la messe n'est pas dite, tout n'est pas consommé normalement. Et c'est ce qui nous fait penser aussi à son petit-fils, puisque finalement la posture, le regard, etc., ça peut aussi évoquer ce plan iconique de la postlogie, avec Kylo et son sabre sur Crate. Et puis le fait que beaucoup ont reproché à Anakin et à Kylo d'être des adolescents chouinards. Vous voyez, Satan aussi en fait. Lucifer, il chouinait aussi pas mal au moment de sa chute. En plus, on parle de chute, donc voilà, c'est la chute de l'ange, la chute du bien. Donc ça aussi, c'était chargé. Et gardez-le en tête, Satan, parce qu'on va le ressortir aussi plus tard. Et de l'enfer de feu, on va passer au paradis aquatique. On va souffler un petit peu, encore que c'est chargé dans la salle suivante, qui est la salle Naboo. Naboo, planète quand même codée comme féminine. Le cœur de la planète est aquatique. Les Gungans sont la deuxième espèce dominante, donc ils sont quand même amphibiens. Et la reine des Naboo, donc de l'espèce dominante, ils sont dirigés par une jeune femme, à peine pubère, qui est élue démocratiquement. C'est la planète du féminin, et donc c'est la planète de Padmé.
et de sa garde-robe. Hein. On va pas se mentir, on va parler des robes de Padmé. Alors, on l'a déjà consacré un épisode, mais là, on va le faire sous l'angle des comparaisons avec des tableaux, ce qu'on n'avait pas fait. On avait mentionné qu'il y avait des origines, des inspirations médiévales ou ethniques, notamment. Voilà, mongoles, exactement, etc. asiatiques, ça c'était mentionné, parce que tu peux pas l'éviter. Mais là, c'est vrai que c'était vraiment frappant, les parallèles avec certains tableaux. Hein. À commencer par ce premier, de Solomco, où, malgré le côté médiéval, fête médiévale là, de Padmé dans son costume de pique-nique, clairement, là, le casque audio, c'est le même. Hein, et c'est une beauté russe, une beauté de Naboo, c'est pareil. On est encore en plein 19e siècle. Hein, c'est une beauté russe avec une coiffe traditionnelle, donc ça, c'est intéressant, parce qu'ils sont allés chercher aussi du côté du folklore russe, ce qui n'est pas déconnant, puisque, encore une fois, les tenues de Padmé sont souvent inspirées de ce genre de culture, l'Asie, donc la Russie. Oui, parce qu'il y avait aussi une tenue qu'elle portait quand ils faisaient le voyage avec la valise, là. Oui. Quand ils arrivaient, qui était tirée d'une photo, hein, même carrément, je crois, de 10 migrants russes. Tu as évoqué les sources médiévales, donc là, on va pouvoir vous refourguer des pré-raphaélites en veux-tu, en voilà. Des symbolistes aussi vont se mélanger, il y a des liens entre les deux mouvements de toute façon. On commence avec... Waterhouse. Qui d'autre? What else? Waterhouse. Alors certes, c'est inspiré de sources asiatiques, il a le maquillage geisha, blablabla. Bon, regardez-moi ce rouge, regardez-moi ces magnifiques bas de robe là où on a effectivement, alors là on avait les punaises écrasées là à gauche, mais en tout cas sur la robe de Padmé, mais c'est vrai qu'on a quand même à peu près le même système de médaillons avec les grandes manches pendantes, etc. Il y avait aussi le fait qu'à un moment on avait une scène de Padmé, image aussi hyper connue où elle est là en train de regarder par la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle passe comme temps à regarder par la fenêtre, Padmé? Et là, c'est pareil, on a ce plan de fenêtre avec une nature verdoyante. Avec déjà, il y a un système il y a un effet de vanité puisqu'on a un crâne derrière. Donc cette petite reine là, cette jeune reine, elle a quand même déjà beaucoup de choses compliquées à gérer. Et puis il y avait une boule. On est dans Star Wars. Il y avait les macarons de Leia, les gars. Choubidous. Yes, ils sont là. Et on peut enfin bien les montrer parce que là tu penses que on voyait que dalle, c'était un crève-cœur. On voyait que c'était rouge, hein, mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce tableau. Hein. C'est pour ça qu'il y a un lien entre les pré-raphaélites et les symbolistes, c'est qu'il y a énormément de choses cachées dans leur toile. Tu t'ennuies jamais avec les pré-raphaélites. Sinon, on fait un crochet par la sécession viennoise et notre ami Gustav Klimt, un portrait d'Hermine Gallia qui est conservé à Londres. Et là, c'est signé Furax, c'est la robe de cérémonie de Padmé à la fin de l'épisode 1. C'est les mêmes francs-freluches, on a quasiment le même médaillon, le même petit nœud orné au même endroit. Enfin il y a que la collerette de Padmé derrière, cette espèce d'auréole, qui est évidemment plus spectaculaire que la robe d'une particulière viennoise au XXe siècle. Parce que on est sur la reine de Naboo, mais vraiment c'est du copier-coller ou presque. Même la palette est quasiment la même puisqu'on a des dégradés de rose, de blanc. La robe d'Hermine Gallia tire plus sur le bleu, mais il y a aussi les pointes de jaune. Je pense que Trisha, elle est allée regarder du côté de chez Klimt. Hein. Ouais, plusieurs fois d'ailleurs. Oui, puisque on enchaîne sur le baiser. Donc on reste avec Klimt, sans doute son œuvre la plus connue, conservée à Vienne cette fois-ci. Et là on a nos deux amants maudits, Anakin et Padmé, qui se roulent une pelle dans un champ. Donc c'est pirouette cacahuète dans la prairie là. Alors là on n'a pas eu la scène dans le film, on le sait. Non, parce qu'il tourne trop vite. Il tourne trop vite. J'ai jamais réussi à trouver un plan sympa montrable. Donc next best thing, c'est quoi? C'est le photoshoot de Vanity Fair, ouais. Effectivement, on les voit, et là, on est dans le baiser à fond, quoi. Entre les cheveux de Padmé, la prairie, la position. Même les fleurs sur la robe, hein. Il y a comme des petits groupes, des groupements de fleurettes, là. Évidemment, la robe est plus médiévale, mais il y a quand même clairement de ça, quoi. Anakin, il a une tenue un peu moins stylée, hein. Ouais. Mais c'est un Jedi, quoi. Donc c'est un peu plus plouco, ça. c'est ça. Et puis alors, gardez bien en tête les cheveux parce qu'ils vont ressortir tout de suite également. Hein. Pour rester sur Naboo, pareil. Alors là, on pouvait sortir plein de choses parce qu'avec les scènes au balcon. Évidemment, c'est tourné dans des conditions. C'est en Italie, donc tous les décors italiens, tu peux les ressortir sur tous les tableaux, hein, c'est sûr.
Sur ce tableau alors c'est pas Waterhouse celui-là, c'est Dixie. C'est ça, hein. J'avais toujours envie de coller un Waterhouse à cet endroit-là, mais non, c'est Dixie, je l'ai retenu. Les colonnes, c'est presque les mêmes colonnes que sur la terrasse de la méditation de leur villa de Naboo, mais on a un baiser au balcon qui fait penser au baiser du malaise sur le lac de Côme. Voilà, j'aime pas le sable et tout. Bon, voilà. Et puis surtout le fait que dans la thématique, nos personnages ont une destinée qui se rapproche peu ou prou de celle de Romeo et Juliette, même si ils meurent pas exactement tous les deux en même temps. Quoique, ça se discute. On aura l'occasion d'en reparler parce que vous savez qu'on espère toujours faire un épisode Shakespeare et qu'il est toujours prévu et qu'il sortira un jour, comme tout ce qu'on fait. Quand on le promet, on finit par le sortir. Faut juste qu'on révise beaucoup nos classiques avant. Voilà, nos star-crossed lovers, nos étoiles contraires, c'est clairement Anakin et Padmé. Bon, pas que maintenant, mais bon, ça, oui, c'était présent. C'est une autre histoire et une autre salle. Et c'est vrai que du coup, ça se finit mal pour nos loulous et on va enchaîner sur des références à la scène de funérailles de Padmé, parce que là aussi, il y a pas mal de références à la peinture et à l'art classique. C'est un moment fort, normalement. Je dirais que les funérailles de Padmé, c'est un moment encore plus fort que sa mort réelle. C'est très étonnant dans le traitement de l'épisode 3. Oh bah oui, parce qu'on s'en fout, ça dure... Elle est quand même laissée dans les gravats, là, pendant qu'ils vont faire cap et épée dans le volcan. Puis elle meurt un peu en couche comme une merde, enfin c'est pas très bien interprété, donc du coup, le moment fort finalement de la disparition de Padmé, c'est plus la mise en scène autour de ses funérailles. Et c'est en partie dû au choix de photographies, de costumes qui sont faits. Et justement, ce sont ces choix qu'on peut mettre en parallèle avec l'art classique. Donc on a à nouveau Klimt, tu évoquais les cheveux de Padmé, ses cheveux lâchés, etc. avec des fleurs. Donc là on n'est pas du tout dans la même palette, hein. Dans les funérailles de Padmé, on est dans une palette bleue, gris, froide, de crépuscule. Le détail du baiser, bon évidemment c'est l'or est omniprésent, on dirait presque une icône orthodoxe, hein. Mais les cheveux sont lâchés, il y a des fleurs, donc là aussi on peut faire le lien avec Klimt. Oh, puis c'est une robe qui aurait pu être designée par Klimt, hein, parce que ouais. On a vu des motifs un peu comme ça, hein, type paillettes, machin, les sequins là, on n'est pas loin quand même. Puisque tu évoques la robe de Padmé, etc., donc cette robe bleue qui masque une grossesse, enfin voilà, qui cache le fait qu'elle est plus enceinte, puisqu'on a une simulation de grossesse. Ça évoque alors la Vierge, ça on aura l'occasion d'y revenir quand on fera l'épisode sur le christianisme, puisque le bleu et le rouge, ce sont les couleurs canoniques de la Vierge. Mais surtout, ça évoque Ophélie, donc on retourne avec Shakespeare, notamment dans une toile de Millet, donc un pré-raphaélite lui aussi. Et la posture, la tenue, enfin vraiment on a l'impression que notre Padmé c'est Ophélie qui est sortie de sa tombe aquatique, comme c'est approprié puisqu'on est sur Naboo, pour venir dans ce sarcophage / cercueil. Oui, c'est deux grandes amoureuses tragiques, enfin deux martyrs de l'amour. Et puis il y a des fois des débats de savoir si Ophélie a accouché, pas couché, et si elle aurait pu être enceinte ou pas enceinte de Hamlet. Donc finalement, va savoir, peut-être que quand elle s'est suicidée, elle avait peut-être une grossesse en cours, la mémère. Oh, c'est possible, hein, dans la plupart des adaptations, à un moment donné, elle couche avec Hamlet. Hein. Bah voilà. Et puis, on retrouve donc chez Padmé à la fois ces fleurs blanches qui évoquent nos fleurs d'oranger. Normalement, c'est un symbole de virginité, mais bon. Après Romy Schneider, Padmé fait sensation avec ses fleurs d'oranger, alors que manifestement, elle n'est plus vierge. Mais surtout, on retrouve aussi les plantes aquatiques dans son cercueil. Encore petit rappel au fait que Naboo est une planète aquatique. Là, petit rappel aussi à notre Ophélie, notamment de Millet. Et pas que, il y a le fait que Padmé elle-même soit une plante aquatique. Oui, c'est le lotus, tout à fait, c'est vrai. Oui, j'ai oublié ce détail. C'est le lotus, c'est ça, la fleur qui s'élève vers la pureté, exactement, qui sort de la boue de la fange et qui s'élève vers la pureté et le soleil. Bon, là, on la met au tombeau. Hein. Mais oui, il y a toute la symbolique des fleurs, en plus, qui est hyper chargé dans Hamlet, puisque les fleurs, le discours là de Ophélie quand elle est là en train de ramasser des fleurs et qu'elle explique chaque fleur a une signification, et là sur ce tableau, les fleurs qui ont été choisies par le peintre ont une signification aussi. Il y en a qui se sont amusés à faire des analyses par rapport à ça. Donc il y a eu un choix aussi d'analyse florale qui a été faite dans l'univers de Star Wars par rapport aux fleurs qui sont choisies. Il y a quelque chose aussi, quoi. Et puis pour ce qui est de l'ambiance générale des obsèques sur Naboo, donc on l'a dit, on est au crépuscule, c'est approprié pour des
funérailles, évidemment. Il y a très peu d'éclairage dans les bâtiments. En fait, l'éclairage vient des chandelles qui sont tenues par les personnes qui participent au cortège ou qui assistent aux obsèques. Et ça nous a fait penser à nouveau à la nuit étoilée de Van Gogh. On est sur le même contraste entre une palette bleu-gris sombre et la lumière qui se reflète sur l'eau, donc qui ne provient pas d'étoiles sur Naboo, mais qui provient des chandelles, des luminions, voilà. Ça c'était pareil, un parallèle qui nous séduisait beaucoup. Là, Van Gogh n'avait pas peint avec de l'absinthe, mais nous on avait envie d'en boire. On en boire un petit verre. Se faire un petit absinthe, oui, c'était pas contre. Bon, on a la salle suivante, on a décidé quand même, alors on quitte la salle Naboo et on va aller vers la salle Yavin 4, où il n'y a pas grand chose, mais quand même, on a trouvé quelques trucs. C'est vrai qu'il y a peut-être moins de références classiques. Bon, à la première que on avait mentionnée d'entrée de jeu et que tu as expliqué, Aurélie, sur l'impression soleil levant, il faudrait sortir un bon nombre de tableaux arthuriens, mais ça on a parlé dans l'épisode consacré à la légende arthurienne. On va en placer un quand même. Bon, on voulait quand même faire un petit clin d'œil puisqu'on vient de quitter la mère à la fille et donc à Leia quand on la revoit dans sa cellule de l'étoile de la mort qui nous a fait penser au tableau par David de Madame Récamier. Alors là c'était un style, enfin c'est une photo qui a été faite pour le film, hein, on la voit pas vraiment comme ça, mais le fait qu'ils aient choisi cette pose là, tu vois, qui est vraiment un peu la même, on a le même décor dépouillé pour mettre en lumière la jeune femme blanche qui se retourne avec cette pose un peu nonchalante, cette coiffure très stylée, etc. Et puis le fait que notre Madame Récamier, qui était la reine des élégances parisiennes pendant l'époque napoléonienne, bonapartienne si tu veux, ça n'était pas une princesse, mais c'était une vraie rebelle, comme Leia, parce qu'elle a quand même essayé de faire la misère à Napoléon, elle lui a tenu tête pendant tout le temps. Bon voilà, elle s'en prenait au dictateur local de son époque, comme Leia a essayé de se friter avec le Moff Tarkin et Palpatine. Là encore, un parallèle saisissant entre la facture, l'aspect de l'œuvre référence et le thème, ou en tout cas le sujet qui est représenté. Leia, Madame Récamier, même combat. Hein. C'est une excellente référence que tu avais trouvée avec cette peinture néoclassique en fait. Pareil, qui est conservée au musée du Louvre. Donc on vous invite à aller voir, comme tous les tableaux de David d'ailleurs. Hein. Et puis à part ça, c'était des amoureuses aussi. Mais oui. Important aussi. Voilà. Et puis pendant qu'on parlait des arbitres des élégances, vous pensiez ne jamais trouver une référence à Chewbacca dans un tableau. Que nenni. Car il y en a une. Il y en a même plusieurs parce qu'il y a même les enfants de Chewbacca, parce qu'il y a toute une série de tableaux en fait sur. Alors je crois que celui-là date de la Renaissance, hein, c'est ça Aurélie? Oui. Hein, fin du 16e. Il y en a eu jusqu'au 17e parce qu'il y avait toute une famille qui souffrait de hirsutisme ou une maladie quelconque qui faisait qu'effectivement ils avaient connu leur heure de gloire, hein, parce que forcément c'était présenté comme des pièces de curiosité dans les cours européennes et on leur donnait des titres, on essayait de les marier, etc. Il y a même des romans qui ont été faits sur eux, j'en avais lu un. C'est L'homme poilu de Munich. Tu vois, il est élégant et il avait ce sourire si doux qu'a notre Chewbacca. Bon on pense que probablement Han Solo a dû le peindre à ses heures perdues sur le faucon. Et puis évidemment, puisqu'on est avec Chewbacca, on est obligé d'évoquer la remise des médailles en chocolat à la fin de l'épisode 4, puisque lui, il a dû attendre pauvre Pepper la fin de l'épisode 9, pour récupérer la médaille de Han. Là, le parallèle immédiat, c'est une toile de Edmund Layton, qui s'appelle L'Adoubement. Donc là, on est au tout début du XXe siècle. On est clairement chez un pré-raphaélite, à nouveau, hein. Et vous avez donc cette reine habillée tout en blanc qui se tient debout sur un piédestal en haut d'escalier près de son trône et qui adoube un chevalier, donc qui se trouve en contrebas par rapport à elle. Et donc c'est exactement la même position que Leia en haut des marches et nos loulous qui vont recevoir la médaille, donc qui vont être en quelque sorte adoubés par une personne royale, vêtus de blanc. Eux, ils vont recevoir une médaille et puis ils vont rejoindre finalement l'Alliance, donc presque comme un ordre de chevalerie finalement. Et on remarque la même coupe au bol entre notre chevalier et notre Luke. Comme quoi les années 70 n'ont rien inventé. Ah non. Pendant qu'on est sur notre 31 sur Yavin 4, on va aller du côté du bal de Canto Bight. Donc là, on va ouvrir la salle Canto Bight. Ouais,
Alors, pour ceux qui n'aiment pas le dernier Jedi, vous aviez sans doute pas envie d'y refoutre les pieds, mais bah, c'est pas grave, il va falloir nous suivre. Pour les 4 qui restent avec nous, il y a eu plein de fois où ils en pouvaient plus. C'est long, il n'y a pas de mais. Alors, pour ceux qui sont encore là, on va aller se balader effectivement sur Canto Bight. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la chance de connaître certaines inspirations directes de Rian Johnson. Donc, dans notre vidéo sur DJ à la machine, dans la série Les Trésors du dernier Jedi. Pas notre best-seller, il faut le dire. Ça fait peur. Et nous, on s'était bien marré à le faire. Et on avait vu des similitudes entre la scène de tous ces gens qui sont très bien apprêtés au casino et tous les gens très bien apprêtés pour assister aux courses d'Ascot dans My Fair Lady. C'est vrai qu'au niveau des tenues, etc., c'était un parallèle qui nous paraissait tellement évident, d'autant que Ryan est un adepte notoire de la comédie musicale, donc c'est évident qu'il connaît My Fair Lady par cœur. Ouais, et puis le costumier, enfin je veux dire voilà, je peux dire que Kaplan, il a pas, je veux dire c'est une référence tellement emblématique pour n'importe quoi qui touchait à Audrey Hepburn, je veux dire n'importe quel costumier le connaît quoi, c'est bon. Alors Ryan nous a quand même fait savoir par l'intermédiaire d'Alexandre Poncet, on peut le dire. Voilà, fais-toi mousser. Voilà, on a 1 degré de séparation de Ryan, on le rappelle, donc voilà, rappelle-le. Donc Alexandre lui avait reporté cette référence qu'on croyait avoir vue et Ryan nous a plutôt fait savoir que il s'était inspiré d'une toile de Mihaly Zichy représentant un bal dans la salle de concert du Palais d'Hiver lors de la visite officielle de Nasir al-Din Shah. C'est perché quand même. Le titre est très très long, mais heureusement les images parlent d'elles-mêmes. Donc là, on est chez un peintre hongrois romantique. Effectivement, on retrouve le code couleur de tous les bals du 19e siècle, enfin les bals de gens riches, c'est-à-dire les hommes habillés soit en costume militaire, soit habillés en noir, les femmes toutes habillées en blanc. On vous renvoie vers les adaptations des romans de Jane Austen. Ouais, il n'avait pas besoin d'aller le chercher dans le fond de l'Ermitage. Ouais, c'est ça. Bah, après, il suffit qu'il ait vu cette image et que ça allait frapper et que du coup, il ait donné cette référence à Kaplan pour les costumes de Canto Bight. C'est vrai que du coup, Kaplan nous offre quand même une étude en noir et blanc qui est assez saisissante parce que, alors, c'est pas les femmes tout en blanc, les hommes tout en noir. Il y a un mélange, mais c'est d'autant plus frappant et maîtrisé que, en plus, il doit habiller beaucoup d'espèces aliens avec des morphologies hyper cheloues. Donc encore une fois, chapeau à Kaplan pour les costumes de cette séquence de Canto Bight parce que c'est de toute beauté, quoi. Ça fait d'autant plus ressortir les 2 pouilleux là au milieu. À un moment, il était question de leur mettre des robes du soir. Enfin, normalement, Rose, elle aurait dû avoir une robe du soir et lui, il aurait le temps de se changer. Oui, parce que là, je comprends même pas qu'on les ait laissés entrer. Non, toi, tu essayes de rentrer en boîte avec des baskets, tu te fais vider. Tu te fais dégager voie 12, alors eux, jamais de la vie. Ils ouais, là, il y a un truc qui allait pas. Il y a un petit souci, Ryan, là, de continuité et de logique. Même interne à l'histoire, quoi. Autre référence, cette fois-ci, elle était présentée dans l'ouvrage Tout l'art du dernier Jedi, et puis Phil Szostak, donc c'est celui qui écrit ces ouvrages, a réitéré sur Twitter une toile de Jean-Georges Béraud, Le Casino de Monte-Carlo, ou, titre alternatif, Rien ne va plus. Et effectivement, on a la même perspective en profondeur qui, évidemment, en cinéma se traduit par ce travelling avant magnifique de Ryan. On est sur une lumière tamisée, un peu chaude, comme ça, propice aux rencontres, à la tricherie, peut-être. Ouais, dans des tons bruns, les mêmes tons bruns. Donc là, on est dans un parallèle qui fonctionne très très bien et qui est revendiqué, donc heureusement qu'il fonctionne bien, parce que ce serait moche quand même. Même le titre, il est bon, parce que c'est le moment où il y en a plein qui regardaient le dernier Jedi et qui disaient « Non, mais rien ne va plus, là !» Tu vois, comme quoi ça continue les parallèles, c'est saisissant, je te dis. Saisissant. Et puis on ne voulait pas quitter la salle Canto Bight sans parler de nos enfants de Canto Bight. Pareil, c'est vrai que ça fait jamais vraiment rêver tout ce qu'on peut faire sur Canto Bight, mais nous on va continuer à en parler parce qu'il y a plein de choses à dire en fait sur cette séquence et sur cet univers. Pour les petits enfants, alors en fait on pouvait se tourner vers à peu près une foultitude de gamins de rue époque Dickens, fin 19e, début 20e. C'est devenu un genre à part entière. Oui. De peinture d'ailleurs. Le street urchin en anglais, effectivement. Il y avait plusieurs auxquels on avait pensé. Et puis Aurélie, tu as trouvé celui-là qui se prêtait très bien. Merci. Donc du coup, contrairement à la dernière fois, c'est toi qui vas en parler. Parce que c'est toi qui l'as trouvé.
D'accord. Bah alors du coup, on s'est tourné vers un peintre américain, John George Brown, qui s'était fait une spécialité de peindre donc les gamins des rues, qui exerçaient des petits métiers, du vendeur d'allumettes au cireur de chaussures, etc. Et puis tu avais tous ceux aussi qui arnaquaient les gens en jouant aux cartes. Et là, donc dans cette toile qui s'appelle Enfants jouent aux cartes, qui date de la fin du 19e siècle, on retrouve la même troupe que nos 3 petits gamins de Canto Bight. On vous renvoie vers l'émission qu'on leur a consacrée, pareil, toujours dans le cadre des Très Riches Sœurs. On a notre petit Black qui racontait l'histoire de Luke Skywalker à ses 2 petits camarades complètement émerveillés à la fin de l'épisode 8. Et bien là, c'est le même petit Black, c'est quasiment le même look, les mêmes fringues, enfin, c'est hallucinant, qui montre un tour de passe-passe, un tour de carte à ses petits camarades de rue, tout aussi émerveillés. Enfin voilà, en termes de parallèle, ça se posait là aussi. Et, c'est vrai qu'on voulait faire un clin d'œil aux enfants de Canto Bight. Après le clinquant de la jet set qui cache des choses dégueulasses, on a la boue et les gamins qui cachent des choses magnifiques. Ça s'y prêtait bien. Ouais, puis c'est vrai que c'est vraiment un genre à part, hein, et il était parfaitement illustré là. Bon, maintenant on va se tourner vers du Loir. Vous l'attendiez, on vous cache pas qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Alors, attention, alors on se muscle, on se prépare. Alors les gens qui sont partis, revenez. Comeback, hein, parce que là on allait même à la maison, là on va ouvrir la salle, enfin pas la salle, que se dis-je, l'annexe, l'aile, le pavillon Rélo, hein. Voilà, alors on suggérait pendant la présentation que peut-être on aurait pu faire un crochet par la galerie de nu. Alors bon, on était à QC, donc on avait fait une blague sur le fait que on n'allait pas ouvrir cette salle-là parce que peut-être il y avait des enfants dans la salle. Bon, il y avait le mien, tu vois, justement. Donc voilà, rien ne l'aurait plus choqué, tu penses, le pauvre. Mais on avait fait un shameless plug en disant que voilà, venez chez nous parce qu'on vous ouvrira bien volontiers parce qu'on a les clés, nous, là, de la galerie des nus dans Star Wars. Pense. Voilà, on y va à fond, hein, n'ayons pas peur. Vous savez qu'on a toujours quelques bons points. Peut-être qu'il faudra un jour, du coup, Aurélie, qu'on trouve une galerie des nus. Mais là, bon, on va s'intéresser à notre salle Rélo, la salle où plein de gens ne veulent pas mettre les pieds. Mais si vous êtes avec nous sur cette chaîne, c'est parce que c'est aussi probablement une de vos salles préférées. On ose le croire. Alors, on va commencer par la rencontre de nos 2 loulous sur Takodana avec, vous l'aurez deviné, un pré-raphaélite. What else? Ce coup-ci, Dante Gabriel Rossetti, hein, déjà rien que le nom, c'est tout un programme, et sa Proserpine, ou Perséphone, hein, si vous préférez, avec sa grenade, elle va bouffer 6 grains. Moi, j'aurais bouffé toute la grenade, enfin 6 grains. Pas forcément, c'est notre raie qui bouffe des fruits chelous chez Maskanata. C'est la seule qui mange, et qui est représentée sur 5 plans différents, soit en train de bouffer son fruit chelou, soit avec la corbeille de fruits au premier plan. Donc là, comment vous dire que wink wink, hein, Ray égale Perséphone, c'était un peu beaucoup appuyé quand même. Je sais même pas s'il a fait exprès maintenant, Gigi Abraham, parce que maintenant il est je sais même plus con, s'il comprend ses symboles. Tu vois. Il y avait plus. peut-être quelqu'un qui savait le faire, mais je suis pas sûre que ce soit lui qui l'a motivé derrière. Tu vois. On ne sait plus, on est amené à douter. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une conception on n'était pas loin de la grenade dans le design, hein, entre le... Bon, là, c'est une espèce de pomme vidée avec des choux romanesco dedans, mais bon, c'est ça l'idée, ouais. Et puis, le fait que ça se passe dans ce contexte sombre, hein, comme notre Proserpine, là, qui est en train de regarder la lumière du fond de son caveau et sa geôle fasciste. Son nid d'amour avec Hadès, attention à ce que tu dis. Sa geôle fasciste, on capte pas la 5e chaîne, mais elle a des plans cul. Et donc, Proserpine, la rencontre. Et juste après, on a la rencontre, Walter Crane. Non, pas Burne Jones. Ah ouais, j'avais merdé, mais d'une force. J'avais tout donné à la répétition générale. Plein de fois aussi, celui-là. Donc, c'est pas peut-être moi qui t'ai rendu avec de l'erreur. Mais voilà, bon, sur cette version pré-raphaélite, parce qu'il y en a plein, hein, encore une fois, des versions, on vous renvoie à la mythologie. Faut toujours avoir la même idée d'une jeune fille en blanc dans la nature qui se fait choiraver par un mec en noir ou avec quelque chose de noir autour de lui, hein. Parfois c'est 2, parfois c'est 3, parfois c'est 4 chevaux noirs, mais bon, c'est souvent 4 cheveux noirs, pas sur ce tableau évidemment, mais ils sont quand même, on est quand même bien dans l'esprit. Bon voilà, hein, Notre Kailuna, il est habillé en noir, il embarque sa donzelle sur son chariot / navette noire, tiré par quoi 4 TIE Fighters noirs. Et puis il l'emmène dans sa cave, dans sa geôle fasciste. On capte pas la 5e. Non, tu captes pas sur Starkiller.
Ah, mais il n'y aura pas de plan cul. Pas encore, mais la fout sur un plumard. Donc bon, quand même, il y avait moyen Quand de même, il y avait de l'idée quand mais même. il y a pénétration aussi, de l'esprit, c'est un début. C'est vrai, il y avait quelque chose, tu vois, il y a une connexion qui s'est créée, tu vois. Il n'a pas été contre avoir la garde alternée avec les Jedi, tu vois, d'aller chez lui, 6 mois sur Acto, c'était jouable, hein, on n'était pas loin de ça quand même. Et ça nous amène à un artiste que tu m'as fait découvrir, donc je te laisse nous le présenter. Ah oui, alors oui, que j'ai découvert du coup grâce à cette recherche, Mark Fishman, donc un contemporain qui fait dans le fantastique. Hein. Et alors, j'avoue que le premier qu'on a trouvé, qu'on verra plus tard, j'ai cru que c'était un pré-raphaélite. Hein. Alors, j'en étais persuadée. Hein. Il y avait de quoi se poser la question, oui. Carrément. Et bon, alors lui, il a bien compris, lui, la symbolique, si tu veux, dans les tropes. Et donc, du coup, des enlèvements de belles jeunes filles blanches et pures par une créature vaguement maléfique, ou en tout cas sombre et obscure et ténébreuse. Bon, voilà, hein, il maîtrise. Donc, du coup, forcément, on voulait placer le portrait de mariée avec cette magnifique interprétation de Mark Fishman qui pourrait être une Proserpine ou autre chose. Et puis, évidemment, rappeler que c'est de l'art officiel, puisqu'il y avait eu le poster qui avait été fait pour Star Wars Célébration. Ce moment est un moment iconique, emblématique, rappelons-le, de Star Wars. Ils avaient choisi ce moment-là quand même. Pour le Celebration de 2016. Pour le premier Celebration, le début de la postlogie, c'était au warning, s'ils ont choisi l'art des Rimael comme art officiel, c'est que c'était un moment hyper important, c'est une relation hyper importante. Ouais, parmi les arrêts sur image, tu vois, eux aussi, ils avaient choisi. Il y avait un autre poster qu'on aurait pu placer, oui. où tu avais, qui était magnifique aussi dans la symbolique et qui aurait pu être fait par un peintre classique. Hein, c'est vraiment un trope de base, hein, où tu as Rey devant qui tient une lumière avec Kylo derrière. Franchement, tu vois dans un musée ça. Ah bah oui. Et on reviendra d'ailleurs sur ces notions de clair-obscur dans très peu de temps. Après la rencontre de nos loulous sur Takodana et l'épisode 7, etc., il y a du lourd dans l'épisode 8 pendant que Rey est sur Arto, hein, bien sûr. Donc ce parallèle que tu avais vu avec... On ne vous le présente plus. Waterhouse, bien sûr. Ah là, pour le coup, il illustre bien son nom, hein, parce qu'il est dans la flotte. Hein. Miranda, la tempête, donc encore une fois une illustration d'une pièce de Shakespeare. Tu avais fait le parallèle que j'avais pas vu du tout, hein, je tiens à le dire, avec Rey qui s'amuse avec de l'eau, juste avant le deuxième Force Bond, qui est ô combien chargé sur la symbolique de l'eau et ce qu'on peut faire avec de l'eau à travers l'espace et le temps. Là, moi, je t'avouerais que c'était plus au moment où il y a la grosse vague à la fin du Force Bond, en fait. J'avais pensé à ça, parce que c'est vrai que t'as la même pose de dos, les mêmes panettes, entre la minéralité des pierres devant et la vague qui passe derrière. T'as un vaisseau hein, qui est présent dans l'histoire, et puis il va y avoir une connexion qui va se faire, parce que sur le bateau, si vous connaissez la tempête, il y a le garçon qui va pécho Miranda, quand même. Ouais, et qui est en train de se bouffer des grosses vagues d'eau salée dans sa gueule. Ça tombe bien. Kylo, il s'est mangé une grosse vague d'eau salée dans sa gueule, et peut-être bien ça a déclenché une tempête dans son slip. L'histoire ne nous le dit pas, mais on peut tout à fait l'imaginer. On n'a pas dit ça à QC. J'ai pas osé la caser à QC, mais là on est sur notre chaîne, on est entre nous, donc rien à foutre. Ah on a ouvert la galerie des nus et des conneries, alors c'est bon, hein. On peut y aller. Bon, pour le suivant, on va peut-être moins être dans la déconnade, encore que, donc le clair-obscur, je te laisse te déchaîner Aurélie sur le clair-obscur, ce chiaroscuro. Alors là, c'était surtout du obscur à qui ils ont rien vu du tout. Voilà, c'était du solo. Bon bref, c'était l'horreur quoi à montrer. Enfin, on n'a rien montré du tout. Ah écoute, on distinguait très bien la flamme au premier plan. Voilà un feu de camp pour mettre l'ambiance. Imagine 2 chamallows derrière, puis c'était bon. Justement, ils ont le cœur tendre, ils sont en train de fondre. Oh, c'est mignon. La scène où ils se touchent la main dans la hutte sur Arto, on a un traitement en clair-obscur. Ryan est parti en full caravagesque, puisqu'on n'a quasiment aucune profondeur de champ. On devine les contours de la hutte, le mur en pierre, mais c'est dans l'obscurité, ça n'a aucune importance, ça ferme la perspective. Pourquoi ? Pour qu'on fasse le focus sur les 2 personnages qui sont illuminés par le feu. Et voilà, c'est ça qui nous intéresse, c'est l'action entre les 2 personnages. Donc là, on est complètement dans la définition
de l'art des Caravagesques. Nos deux personnages, effectivement, partagent l'intimité ultime parce que ils regardent dans l'esprit l'un de l'autre et on ne verra jamais ce qu'ils ont vu. Leur vision ne la partagera jamais, donc cette intimité-là, elle est préservée, comme tu l'avais déjà souligné dans une vidéo précédente. Ils sont représentés en effet miroir, c'est important pour le parallèle qu'on a fait. Effectivement, ce sont deux âmes sœurs. Avant que le terme dyade arrive dans l'épisode 9, toutes les rélos et tous les rélos, parce qu'il y a des garçons disaient non mais ces deux âmes sœurs, ils sont en miroir l'un de l'autre, ce sont deux égaux assis au même niveau, à équidistance du feu qui ne les sépare pas mais les réunit, enfin voilà. La composition, le travail sur la lumière, etc. La Ryan a apporté un soin tout particulier à cette scène. Évidemment, c'est la scène centrale du film et la scène centrale de la postlogie. Donc c'était super important. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux autour de cette scène. Ça me fait du mal rien que d'y penser. Puis intimité aussi dans le fait qu'ils sont en train de se toucher les doigts. Ouais. Il y aurait eu plus affinité, mais on a notre coq-bloc Luc sur lequel on va revenir dans 2 minutes. Mais encore une fois, rappelons ce que Ryan avait dit, c'était le plus proche d'une scène de cul qu'on pouvait espérer dans Star Wars. En tout cas, à ce jour, on va dire. Peut-être dans les séries, ils osent faire plus, mais en tout cas, pour ce qui est de la saga familiale au ciné, c'est évident. Et donc, c'est vrai que le parallèle avec une toile du Caravage, tant qu'à faire, en l'occurrence, son Narcisse, ça s'est imposé très très vite parce que on a le thème du miroir, ils sont en miroir tous les deux. C'est une œuvre vraiment emblématique de la production du Caravage. Et on peut faire le parallèle avec ce qui a précédé le moment où ils se touchent les mains. Il y a le traitement plastique esthétique qui est identique, et il y a aussi toute la thématique qui est identique. La pose déjà est la même quand Rey se penche au-dessus du trou. C'est le moment où elle est appelée par le côté obscur sur Ahch-To, là. Alors oui, il y a à peu près la même pose avant qu'elle aille sombrer au fond du trou. Et est-ce qu'elle va se noyer comme Narcisse, qui a été happé par son image et qui s'est noyé et qui a basculé du côté obscur de la vie parce qu'elle est morte. Et voilà. On a le fait qu'il y a le miroir que tu viens de mentionner, puisqu'au fond de la grotte, on aura Rey qui va trouver un miroir. Il y a surtout toute l'histoire avec l'écho, parce que effectivement, dans l'histoire de Narcisse, il y a une jeune nymphe qui est amoureuse de lui, donc Echo, la voix, et qui n'entend pas parce qu'il ne s'intéresse qu'au regard. Et Rey, par contre, elle entend très bien une voix, puisqu'au fond du trou, elle entend la voix de Kylo, parce que toute la scène est racontée encore une fois en flashback, puisqu'elle est en train de raconter cette scène à Kylo dans leur Force Bond. Echo, ce serait elle aussi, puisque c'est la première fois qu'on a un voice-over, enfin une voix off, dans un film Star Wars, et c'est précisément pour cette scène. Donc, la scène de la grotte et la scène de la hutte, où ils se touchent les doigts, sont liées par la voix de Rey. Ça forme une seule et même séquence, en fait. Et c'est pour ça que cette toile, le Narcisse du Caravage, est hyper importante et hyper intéressante pour nous, en fait. Parce que ça permet vraiment d'illustrer ces deux passages en une seule scène, aussi bien visuellement que thématiquement. Donc ça, c'était vraiment très très fort. C'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps d'insister trop là-dessus, parce que justement, les images, on les voyait pas à QC, c'était dégueulasse. Donc je suis bien contente qu'on puisse y passer du temps. Bah oui, c'est-à-dire que les deux sont déjà tellement sombres à la base, mais c'est vrai que sur la thématique, mais je pense qu'on avait déjà parlé sur la grotte d'Ahch-To, mais c'est vrai que c'est assez balèze tout ce qui se passe là en termes de son reflet, trouver une voix, enfin par rapport à la thématique de Narcisse, c'est très important quoi. Mais il ne faudrait pas oublier des pré-raphaélites. Le Burne Jones. Ah, mon Burne Jones. On va pas parler de Burne dans Star Wars, c'est pas possible non plus. Et là aussi, je dois dire, je ne crois pas, à ma connaissance, que quelqu'un ait déjà fait ce parallèle, alors qu'il est assez chiadé quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé. Bon, alors donc c'est encore un percé Andromède, mais on est très loin de Luke et Leia. Ils ne sont pas frères et sœurs, jusqu'à ce qu'ils nous en fassent des cousins, parce que tu sais pas encore avec quelle connerie de gènes de Palpatine, de machin, de main de Luke et je ne sais quoi. Ah, parle pas de malheur. Pour l'instant, on est bien, jusque-là, tout va bien. Dans cette scène, donc Persée est en train de montrer la tête de Méduse qu'il a dégommée après avoir finalement sauvé Andromède. Il lui montre comment il a pu la sauver avec la tête de Méduse. Et donc, si on fait le focus sur le reflet... Toujours cette idée de miroir. Oui, voilà, on a effectivement l'idée de miroir, d'une part. Donc, on vient de quitter dans la grotte d'Ahch-To. Vous remarquerez que c'est le même arrangement que dans la scène où il se touche la main. Et que se passe-t-il Il se touche la main.
Persée et Andromède, on a notre garçon en noir, un chevalier d'un côté, et de l'autre côté, une jeune femme dans les mêmes tonalités gris-marron de Rey, avec la même potée de couverture marron. Ça, je dois dire, ça me touche énormément. Et on a un coq-bloc, en tradition Star Wars, parce que finalement, l'intrus dans l'histoire, ça reste Méduse derrière, qui fout les toches. Et donc, qu'est-ce qui fout les toches là-dedans? Eh ben, c'est notre Luke qui déboule et qui rompt l'harmonie de la scène. Après l'épisode 7, l'épisode 8, on passe à l'épisode 9. Aïe. Alors oui, vous savez tout le bien qu'on pense de ce film. Cela dit, il y a quand même pas mal de pépites visuelles dans ce film, ce qui est une agréable surprise. Une aberration. Une anomalie. On a trouvé des anomalies. Parce que je dirais que maintenant, on sait pas du tout, encore une fois, c'est ce qu'on a dit pour le 7, si J.J. Abrams fait exprès ou pas. On est en droit de s'inquiéter, de se poser des questions. Donc on commence avec Waterhouse. Vous avez le droit de boire un verre. On aurait peut-être dû prévenir d'ailleurs. À chaque fois, le game. Un panneau informatif, Aurélie, au début. Chaque fois que vous entendrez le mot Waterhouse, buvez un canon. Ils vont finir bourrés, mais c'est peut-être le meilleur moyen de les garder jusqu'à la fin. Bah écoute, pour faire cul-sec à cul-sec, hein, on fait la transition. Donc on a notre Dark Rey sur son trône dans l'épisode 9, alors qu'on voit un quart de seconde par rapport à ce qu'ils ont filmé, et faut pas être épileptique quoi, dans les petites featurettes behind the scenes, on voit comment ça a été filmé, où elle était vraiment assise sur son trône dans cette palette hyper sombre d'Exegol, et effectivement, et là nous on a vu un parallèle avec Circé offrant la coupe à Ulysse qu'on devine dans un miroir, encore ces jeux de reflets, les pré-raphaélites adorent ça. Hein. Là, on a un parallèle hyper fort, puisque c'est quoi Dark Rey? C'est une sorcière sombre, elle bascule du côté obscur, donc elle devient une Sith. Et Circé, c'est quand même la sorcière aussi, pas très recommandable. Enfin, il y a beaucoup de sorcières recommandables, tu me diras, dans la mythologie non plus, mais... Parce que c'est écrit par des mecs. Bah voilà, c'est ça, toujours pareil. Chercher ailleurs, hein, si tu veux que je te dise. Mais en plus, ce qui était intéressant, c'est que tu avais un jeu de miroir aussi à ce moment-là sur l'étoile de la mort dans le passage avec Dark Rey. Avec ses dents de requin, là, putain. Oui, mais il y a des surfaces réfléchissantes à ce moment-là. Oui, c'est vrai que cette scène aurait pu être très très belle, enfin beaucoup plus réussie. Elle aurait pu. Elle pourrait également faciliter l'hygiène bucco-dentaire. Mais heureusement que sur cette étoile de la mort en ruine, on se rattrape avec les représentations de Kylo Ben en héros romantique et byronien. Allez, vas-y, fais-toi plaise. Allez, le premier, un Watts qui nous représente Galahad et on admire, parce que là vous pouvez le faire, hein, contrairement à QC, le magnifique jeu de jambes, c'est le même. Bon, et du manque, ils sont fiers d'estrier. Mais bon, on en a parlé de Galahad sur notre épisode consacré à la légende arthurienne. Donc, du coup, les parallèles, ils vont rester jusqu'au bout. Hein. Ça se termine pas bien. Mais c'est le fils de Lancelot, Han Solo, voilà. Enfin, on avait bien développé, on va pas forcément remettre une couche ici. Voilà, la pose était jolie et on retrouve la pose sur la scène qui fait juste suite au moment choucroutage avec Rey. Donc avec ce tableau extrêmement connu et très romantique et byronien de Caspar Friedrich. Le voyageur contemplant les nuages? Une mer de nuages. La mer de nuages. Bon, là, il contemplait la mer tout court. Ah ouais. La mer de, c'était quoi déjà? Cave Beer, c'est ça? Une lune enchantée d'Andorre. La deuxième lune enchantée d'Andorre. Voilà, c'était vraiment la même pose. Hein. Le même jeu de jambes. Tu m'avais fait remarquer que c'était la même jambe qui était en avant. Et on est vraiment dans ce contexte romantique plus. Notre héros byronien habillé en noir, en proie au trouble et au désespoir. Et au spleen. Ça se trouve, il a balancé sa canne, tu sais, le voyageur, exactement comme l'autre avec son sabre. Les parallèles visuellement et aussi en termes d'atmosphère et de thématique. Là, on le dit depuis le début que Kylo, c'est un héros romantique et byronien. Bon, voilà la preuve en image. Hein. Ton acte. Et puis, il y avait le même effet de brume. Hein. Oui, la même palette en plus. Exactement. Et puis, alors, on l'a dit, hein, ça se finit mal. Donc, on se rapproche de la fin des haricots. Les enfants. Ce coup-ci, on part sur Exegol. Et on a une piéta inversée. Donc on était très nombreux après l'épisode 8 à avoir prédit qu'on aurait une piéta. Soit une piéta normale, enfin
logique par rapport à l'enlèvement de Rey, à notre portée de mariée non consentante, qui était Kylo tenant Rey dans ses bras. C'est ce qui s'est passé. Ça aurait très bien pu être Rey qui ressuscite Kylo. Moi, j'étais plutôt partie sur cette optique. Bon, c'est pas ce qu'on a eu, mais visuellement, la scène est très belle hein, dans le film. Nonobstant, voilà, c'était le mot à caser aujourd'hui, nonobstant la fin de l'histoire. Donc on a notre piéta inversé quand Ben ressuscite Rey. On avait fait le parallèle avec la piéta de Michel-Ange, hein, qui est sans doute la plus connue, c'est la tarte à la crème, donc la sculpture qui est à la basilique Saint-Pierre. Qu'on aurait pu placer avec Anakin et Shmi, c'était déjà une piéta inversée. C'était déjà une piéta inversée, tout à fait. Mais le parallèle qu'on a vu, c'est celui avec Konstantin Makovsky, et sa représentation de Tamara et le démon. Makovsky, c'était un peintre romantique. Et cette toile s'inspire du poème russe Le démon de Mikhail Lermontov. Et c'est un poème qui présente quand même vachement de similitudes avec Reylo. Donc déjà, visuellement, les deux, là, il y a quand même beaucoup de choses communes. La palette, la composition, même le démon ressemble méchamment à notre Adam Driver des familles. Et c'est vrai que ce que j'ai lu de ce poème, ça m'a vachement intriguée en fait. Ouais, on a envie de le lire toutes les deux. Faut qu'on se trouve une adaptation ou une traduction, lire le truc. Mais bon, ça se termine pas bien. Hein, non, bah non. Puis bon, il y a vraiment, pour le coup, eu des problèmes dans la relation amoureuse, hein, parce que bon bah là c'est le mec qui la bute là, mais au lieu de la ressusciter. C'est une inversion intéressante, vu que la composition est quasiment identique et que ils sont dans une étreinte d'amour et de mort dans les deux cas, mais on n'aboutit pas à la même chose. Ça c'était intéressant. Non, aussi. Mais par contre tout le reste c'est full Reylo. Hein. Ah ouais, ça a l'air tellement bien. Ça a l'air vraiment bien. Donc, s'il y en a qui connaissent et qui veulent nous en parler, lâchez-vous en commentaire. Mais je pense qu'on va se pencher à un moment ou à un autre. Si on arrive à trouver des heures perdues, Aurélie, il va falloir qu'on les perde de ce côté-là. Un jour, il faudra qu'on se penche sur le folklore russe. Parce qu'à mon avis, que je connais pas très bien. Pas très bien non plus. Ça va demander beaucoup de recherche. Mais l'âme russe, déjà, quand tu lis Tolstoï, Gogol ou Bulgakov, c'est que du bonheur. Donc, why not? Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Oui, tout à fait. Bon bah pour se faire plaisir. Le bisou. Allez. Le bisou. Ça bah pareil, c'est toi qui l'as découvert ce parallèle. Alors vas-y. Ah le Fishman. Ouais. Ah bah le fameux Fishman où vraiment je pensais que bah c'était un pré-raphaélite et j'ai sauté de joie quand je l'ai trouvé. J'ai dit oh regarde, c'est la scène qu'on aurait pu avoir à Takodana ou le baiser final. C'est vrai que bon on a encore une fois la jeune fille en blanc, l'homme en noir. Puis du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve également à la fin de notre ascension de Skywalker, hein, avec le même code couleur. Bon, il est magnifique ce tableau. Ah ouais, La belle dame sans merci. En plus, poème de Keats. Et du coup, malheureusement, Rey, ça reste vraiment la belle dame sans merci. Quoi. C'est triste, hein. Elle le tue pas volontairement, il se sacrifie pour elle, mais bah, elle passe son chemin, quoi. Bah c'est une vraie Pandore, hein, à porter la merde, hein, dans le truc, en fait, hein, pour le coup. Hein. Elle nous a pas laissé l'espoir, hein, à la fin, hein, je te le dis. Hein, elle a enterré tout le monde. Non, mais... Bah ouais, elle a enterré le sabre de l'espoir, donc comment te dire que... Mais on voulait pas vous laisser sur cette note-là. Ah bah non, vous nous connaissez. Voilà, et Pandarou m'avait dit après qu'il était extrêmement inquiet parce qu'il a dit mais comment se fait-il que... Eh ben, vous vous doutez bien qu'on pouvait pas terminer quelque chose sur l'art dans Star Wars sans parler de ce qui est pour nous le Graal ultime, la Joconde de Ryan Johnson, sa Mona Lisa, qui est évidemment... Notre Kylo torse-poil, ah, bah bien sûr. Mais bien sûr qu'il est là, mais faites-nous confiance. Bien entendu qu'on finit le tour de la salle Reylo et le tour de notre musée avec lui. Là, j'imagine très bien, tu vois, une énorme salle. Alors, pour le coup, ce serait pas la Joconde. Faut imaginer un truc de la taille, je sais pas moi, des noces de Cana. Bah voilà, c'est ça. C'est pas le timbre-poste perlu au milieu des grands formats vénitiens comme au Louvre. Non. Là, c'est le méga grand format, limite tout seul, voilà, la taille des noces de Cana, tout seul dans sa salle. Je suggère même une version où tu peux toucher. En 3D, bah ça tombe bien puisque le parallèle que tu avais vu, toi, c'est une sculpture. Voilà, ouais, c'est de la 3D. Sculpture. Non mais je pouvais pas faire autrement. Enfin, il me semblait pas qu'on puisse faire autre chose que de proposer une sculpture parce que bon, évidemment, t'auras pas le droit d'y toucher. Moi, je l'ai vu en vrai dans la cathédrale Saint-Paul de Liège. Ah, c'est à Liège, voir voilà, la belle famille, ça. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est à Liège, mais tu peux pas le toucher, quoi. Non, bah déjà parce que bah c'est il est en haut.
C'est sur la chair à prêcher, donc c'est quand même une énorme structure. La chair à pêcher. Non, à prêcher, pas pêcher. Et oui, cette sculpture de Guillaume Gibbs représentant le génie du mal. Ouais, monte en chair avec Kylo, le génie du mal. C'est ça, et oui, tu as repéré une sculpture massive, plus grande que nature, pour rendre hommage à notre frigo Adam Driver. C'est de bon ton, j'ai envie de dire. Pour des sculpteurs rebelles qui veulent absolument te montrer que Satan, c'est pas bien. T'as qu'une envie, c'est de lui péter la chaîne. Imaginez les grenouilles de bénitier au premier rang. Satan, c'est pas bien. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, je peux lui toucher la chaîne, s'il vous plaît, mon père. Voilà, en plus, t'as vu, c'est mignon, il est allé fouiller dans le placard de maman et aller chercher le bikini, donc c'est quand même... Oh, ici pas chou. Non, puis avec belle coiffure, voilà. Ah bah les cheveux d'Adam Driver, enfin tout est à l'avenant, hein, c'est le cas de le dire. Voilà. Bon, c'est pas exactement le même fut, mais il cache le nombril. Par contre, si vous voulez aller voir du fut, on voulait quand même terminer avec un petit clin d'œil qui nous avait été apporté cet été par l'actualité Adam Driveresse, parce que ça a été un été 2021, c'est son année. C'était l'été d'Adam. Voilà, je sais pas ce que nous apportera l'automne et l'hiver, mais clairement, c'était l'été d'Adam. Ce pantalon, il l'a ressorti en version un peu plus moulante et un petit peu plus basse quand même. Oui, bah en version imperméable, waterproof, pour faire plouf dans l'eau avec un cheval, grâce à Burberry. On a une update sur notre Kylo torse-poil grâce à Burberry. Alors même si sa musculature a séché, c'est un peu moins Ben Swallow, ça reste quand même notre frigo Adam Driver, hein, bien sûr. Donc oui, effectivement, toutes les rélos et les fans d'Adam Driver ont eu la bave aux lèvres cet été. Ah, l'été fut chaud, ouais, c'est vrai. Même s'il y avait quand même un côté franchement ridicule, reconnaissons-le. Ah bah moi j'ai rigolé, non, cette pub est ridicule. Hein, ouais, non, on va être honnête. Mais tu sens qu'ils avaient été quand même bien inspirés par Ben Solo, eux. Hein. Ouais, ils y sont à la fond. Hein. Je suis désolée, mais non, mais là, les mecs, ça s'est vu, là. Hein, ça s'est vu. Du coup, cette update où notre Ben Solo se transforme en centaure, bon, ça nous renvoie évidemment à tous nos classiques, etc. Donc nous, on achète. On finit, alors, pas avec un pré-raphaélite. Oui, enfin, encore que, ça se ressemble beaucoup. Techniquement, Botticelli, c'est le papa. Bon, pourquoi il s'appelle pré-raphaélite? Ils auraient dû s'appeler les pré-Botticelliens, honnêtement. Et donc, avec cette représentation de Pallas et le Centaure qui est conservée à Florence et qui est une œuvre tellement botticellienne, hein, entre les fleurs sur la robe de Pallas, la décoration antique, le Centaure et sa perspective presque parfaite, etc. Et on est un peu comme Pallas / Ray. On a bien envie de lui mettre une petite tape sur les fesses à notre Centaure. Oh bah, du gratouiller le crâne, tu veux dire. C'est vrai que dans la pub, c'est lui qui empoignait la chevelure de sa monture. Bon là, t'as plutôt envie effectivement d'aller lui gratouiller cette si abondante chevelure qui inspire plus d'un coiffeur. Hein. Du coup, on reste là-dessus. Hein, bah sur le meilleur, hein, quasiment. Et on est arrivé en dessous des 2 heures. C'est bon. C'est beau. Je suis assez fière de nous. Je pensais que ça pouvait durer encore plus longtemps. Du coup, on va conclure assez rapidement. Hein, Claire, qu'est-ce que t'en penses? Bon bah du coup, pour tous ceux qui se font d'habitude chier au musée, maintenant vous n'avez plus d'excuses, vous allez devoir chercher du Star Wars partout. Ah mais oui, mais bien sûr, c'était ça notre conclusion, c'était surtout que, bah oui, il y en a plein qu'on a dû laisser de côté. Non mais qu'on avait déjà laissé de côté, parce qu'effectivement on avait déjà fait notre propre censure, on s'était quand même limité à un moment en disant non mais ça on peut pas, même si on a essayé d'en mettre un maximum, parce que nous on n'en a jamais assez, mais on vous encourage à, dans vos prochaines visites au musée, nous trouver du Star Wars. Ce sera votre défi, les abonnés et les auditeurs, de nous taguer avec votre photo Star Wars et votre tableau, ou en tout cas nous mettre le tableau en nous expliquant pourquoi vous pensez que c'est une scène de Star Wars, parce que il y a de quoi faire, et il y a de quoi faire une suite, un diptyque. On ira attaquer d'autres salles dans notre musée Star Wars. Oui, et puis en dehors de ça, rappelez que, alors on espère vous avoir bien montré que les parallèles entre Star Wars et l'art, ils sont omniprésents. Déjà, on peut mentionner que régulièrement Star Wars nous édite des magnifiques livres où justement ils font appel à des artistes professionnels pour représenter des scènes de Star Wars et leur donner leur interprétation alternative. Il y avait déjà du Vision avant les épisodes de Vision, hein, on va dire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils les intitulaient. Et surtout, on voulait rendre hommage aux fan arts, parce que Star Wars, c'est inspirant.
C'est inspiré, mais c'est inspirant. Et c'est vrai qu'on voit autour de nous tellement d'artistes non professionnels ou semi-professionnels qui font des œuvres absolument sublimes. Dès qu'on peut les placer, on essaye de le faire. Et depuis longtemps, on avait très envie de faire un épisode. Et donc Aurélie, on peut l'annoncer aujourd'hui. Oui, nous allons bientôt vous présenter une interview d'une artiste dont c'est le métier, mais qui fait aussi beaucoup de fan art Star Wars et Relo. Et on a hâte de pouvoir vous présenter tout ça. Qui fera un très bel épisode et qui fera un joli complément à celui qu'on avait consacré à la fanfiction. Donc ça faisait longtemps qu'on voulait parler de fan art sur la chaîne. Donc ce sera fait bientôt. Voilà, restez dans les parages, surveillez vos notifications et on vous fait un gros bisou. À très bientôt.